Moi, ce qui me saoule, c'est justement ces entrepreneurs qui disent ouais, j'ai des boîtes. Les mecs, en fait, ils ont jamais déclaré aucun revenu. Demain, on sera tous des médias, et d'avoir des abonnés, ça vaudra beaucoup plus que le logo d'une école sur un CV. Non, mais ce qui est marrant, c'est que je me suis fait refuser. 5 mois après, j'ai donné une conférence là-bas. Dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur social, il n'y a que les escaliers. J'ai un appel du Premier ministre. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il m'appelle, je mets un micro-cravate. T'as mis le Premier ministre sur écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un super invité. Et juste avant ça, mettez un petit like si ça vous va, les commentaires qui vont bien. Vous savez, c'est ce qui nous aide le plus, ou moi-même directement, à améliorer le contenu, à améliorer les questions, etc. Nous, on vient juste de débuter, donc je vous laisse là-dessus. Et surtout, à avoir des super invités. Salut Gaspard. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, super, je suis ravi d'être là. Je suis un peu impressionné, parce que là, d'habitude, c'est ton boulot. Ouais, mais j'aime bien aussi l'autre posture. C'était beaucoup plus cool en général sur le siège d'en face. Bah, ça tombe bien. On va parler pas mal de ce que tu as fait dans c'est quoi? On peut dire ça fait presque 6, 7, 8 ans que tu entreprends? Je pense que j'entreprends des bails depuis que je suis assez jeune, genre 9-10 ans, parce que je faisais rien que des vidéos, des trucs, j'ai lancé des sites web très jeunes. Je suis parti de ce genre de... T'as quel âge déjà? J'ai 24 ans. J'ai Ça 24 fait déjà ans. 10 ans que tu entreprends. Ouais, pour de vrai, je pense qu'on peut dire à peu près ça. Ça fait 10 ans que je veux être entrepreneur, un peu wannabe entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux être entrepreneur ou que tu entreprends? C'est quoi la différence pour toi? Je sais pas, mais en fait, moi, ce qui me saoule, c'est justement ces entrepreneurs qui disent ouais, j'ai des boîtes, j'ai 3 boîtes, je suis 4 times entrepreneur, tu vois. Et les mecs, en fait, ils ont jamais déclaré aucun revenu, ils ont jamais payé un URSSAF. Et ça a été mon cas quand j'étais ado, tu vois. Je disais ouais, j'aime bien monter des projets, etc. J'ai jamais été ce genre de mec un peu arrogant à dire genre ouais, je suis entrepreneur. Mais par contre, aujourd'hui, ça fait 10 mois vraiment que j'ai une boîte avec des salariés où j'ai une masse salariale à payer tous les mois, des clients, je paye un URSSAF. Là, j'ai eu mon premier bilan comptable annuel après 1 an d'activité. Là, tu es entrepreneur. Enfin, tu vois, donc ça fait juste 1 an que je suis un vrai entrepreneur. Donc pour toi, c'est payer des impôts, payer des gens? Je sais pas, non, mais c'est peut-être un peu ma vision un peu naze, tu vois. Et je pense que les ricains, ils te diraient plutôt non, mais entrepreneur, en fait, c'est un toute mindset. sa vie, c'est un mindset. Ouais. Du coup, je sais pas trop, mais j'imagine un peu entre Moi, je trouve que c'est une bonne définition, hein. T'as une payroll, donc t'as une fiche de salaire à payer à la fin du mois, Ouais. des questions auxquelles tu sais pas répondre de tes salariés. Ouais, Il faut trouver des réponses. absolument. Mais attends, recommençons par le début, peut-être. T'as grandi où? Tu viens d'où? Je viens de Anglo, qui est un petit village d'une petite centaine d'habitants, euh, entre Anglo et Armentières. Alors là, je te donne 2 bleds et là, tu es en mode genre quoi? Et pour les gens qui ont grandi dans le Nord, ça leur parle, parce que c'est une zone un peu, pas péri-industrielle, mais un peu avec des grandes surfaces, etc. J'ai grandi dans le nord de la France, à 15 minutes de Lille. Mhm. Voilà, avec des parents qui sont... mon père bosse dans l'industrie. Il a fait une école de commerce pas dingo, parce qu'il fallait faire des études de commerce, parce qu'il vient de ce monde-là. Il s'est retrouvé un peu par défaut, j'ai l'impression, à bosser dans l'automobile au départ, et puis ensuite dans l'industrie, dans l'aluminium. Et donc, il a gravi les échelons comme ça. Et ma maman a vendu des médicaments. Était comment on appelle ça, visiteuse médicale pendant quelques années. Et voilà, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi, dans le nord de la France, avec beaucoup de gens qui bossent dans le textile ou Donc, dans a priori, l'agroalimentaire. pas grand-chose à voir avec le journalisme. Non, C'est alors vrai que c'est j'ai très pas donné loin. de chiffres. J'aime beaucoup donner des chiffres pour que les gens aient Ok. du contexte. Aujourd'hui, c'est combien? C'est à peu près 60 000 abonnés sur Sur Insta, Instagram, et 240, 250 ouais, sur YouTube. 240 000 abonnés sur YouTube. Et puis voilà, aujourd'hui, je me définis pas vraiment par ces chiffres-là parce que disons qu'on est dans une génération où tout le monde est un peu devenu créateur de contenu. Et je fréquente des TikTokers qui ont des millions d'abonnés et qui n'en font pas encore leur métier. Donc, moi, j'ai une plus petite audience à certains moments et j'ai même une équipe que je rémunère, etc. Et c'est mon métier, c'est même ma boîte. Donc, en fait, je sais pas trop à quel point ça a du sens de parler en termes d'abonnés aujourd'hui. Parce que autant hier, dans le monde de la presse et des médias, on parlait d'abonnés payants. Ça avait une vraie répercussion sur la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, l'abonnement, c'est un geste un peu gratuit. Surtout qu'il n'y a pas forcément la même valeur en fonction des plateformes. Je pense par exemple que des écoutes de podcasts régulières, tu vois, là, c'est une vraie religion. Il y a un truc très sanctuarisé avec l'audience. C'est vrai qu'aujourd'hui,
ça n'a plus de valeur, on va dire, financière. En revanche, ça a une valeur énorme sur la marque personnelle. Peut-être demain, on sera tous des médias. Les boîtes vont devenir des médias. Chacun va être le média de soi-même. Et d'avoir des abonnés, alors, c'est pas le nombre qui compte, c'est l'engagement, on est tous d'accord. Ça faudra beaucoup plus que le logo d'une école sur un CV. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Et à partir de là, surtout, tu peux en faire un business. Alors, je vais me reprendre un peu moi, mais pareil, j'ai encore des beaucoup plus petites audiences que toi. Tu vois, on est quoi? On est à 50 000 écoutes par mois sur les podcasts. Il y a à peine 20 000 personnes qui vont suivre sur LinkedIn. Sauf que, comme tu dis, tu peux en vivre. Tu peux en vivre, tu peux créer une entreprise autour. Et c'est pas une question de nombre. Mais il faut quand même avoir cette masse critique. Si tu l'as pas, t'as rien. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui m'intéresse justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui essayent d'avoir de faire de la création média, de la création de nouveaux médias, que ce soit par le podcast, que ce soit en équipe ou seul. Mais moi, c'est profondément ça qui m'intéresse et pas quelqu'un qui s'introduit par son nombre d'abonnés. Au même titre que, tu vois, je vais te parler d'un truc. J'ai fait des soirées là récemment parce qu'on m'a dit qu'il fallait en faire. Qui t'a dit qu'il fallait faire des soirées? Non, mais qu'il faut faire des soirées de créateurs de contenu, ce genre de trucs. Etc. Faire du réseau. Mes potes sont pas du tout youtubeurs, ils sont pas du tout créateurs de contenu, tu vois. J'ai des copains un peu et je suis à une soirée samedi. On ne saura pas quand tu es tourné ce podcast, mettons. J'ai une soirée samedi dernier et j'ai rencontré pas mal de starlets de TikTok, tu vois. Et des gens, j'arrive avec mon équipe, on arrive dans cette soirée et on arrive et on fait salut, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, voilà, moi je bosse, je sais pas, il y avait une personne qui bossait chez Webedia, il y avait une autre personne qui bossait en politique, il y avait une autre personne. Bon, et on demande à ces personnes-là, starlets un peu de TikTok, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais rien. Et puis, je suis en mode, mais si, mais t'as 2 millions d'abonnés sur TikTok, qu'est-ce que tu racontes? Genre, raconte que t'es créateur de contenu, etc. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que cette personne-là, et d'autres dans la soirée, c'est vraiment un schéma que je vois de plus en plus, étaient saoulées parce qu'on les connaissait pas. Et en fait, elles n'avaient pas envie. Et en fait, elles étaient tellement. Définies par les chiffres. Que vu qu'elles étaient en dessous des autres, elles voulaient pas en parler. Exactement. Ou alors, simplement, c'était des personnes qui. Non, pas. Elles étaient définies par les chiffres. C'est pas qu'elles voulaient pas en parler, c'est qu'elles ne savaient pas en parler autrement que par le prisme des chiffres. Et elles ne savaient pas se présenter autrement que par voilà, j'ai 2 millions d'abonnés, j'ai 3 millions d'abonnés. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu apportes à ta commu? Tu parles de quoi? Et puis, au même titre que moi, on me demande qu'est-ce que je fais, etc. Je vais pas dire j'ai 240 000 abonnés, je vais dire je fais des vidéos sur l'actualité, sur la société. C'est hyper compliqué de se définir aussi. Parce que le principe. Alors, il y a deux choses. Je vois d'abord. Cette créateur économie, elle est extrêmement jeune. On est au balbutiement. Il y a encore 5 ans, ça s'appelait influenceur. Tu vois, influenceur Instagram, c'était un peu mal vu. Ouais. Genre, ah ouais, influenceur, c'est les mecs qui montent leur tête et qui vendent, je sais pas quoi, du mascara ou du dropshipping. Aujourd'hui, c'est un vrai métier. Et demain, on ne sait pas ce que ça sera. Ouais. Non, c'est vrai. Et comment tu te définis? Puisque créateur, c'est je crée du contenu pour ma communauté, mais en même temps, je dois un peu vendre, je dois un petit peu réseauter. En fait, tu es entrepreneur et tu fais 1000 choses en même temps. Souvent, tu crées d'autres choses. Genre, si je te demande tout de suite, comment est-ce que Gaspard, tu te définis? Alors, moi, j'ai trouvé cette définition, mais c'est vrai que ça a été très long. Aujourd'hui, je suis un journaliste, nouvelle génération, / entrepreneur média. Et j'ai 2 casquettes. Je fais des vidéos, je suis youtubeur. C'est la plateforme par laquelle je diffuse. Mais si demain YouTube s'arrête, je trouverai une autre plateforme. Parce que je ne veux pas être dépendant d'une plateforme et j'ai essayé de construire des audiences sur différentes plateformes pour ça, justement. Et je déteste dire je suis créateur de contenu parce que ça veut dire quoi, content creator, tu vois, je trouve ça un peu naze, mais peut-être il y a des jeunes, enfin il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'ai du mal à faire ça et j'ai essayé vraiment j'essaye d'apporter de la valeur à l'audience qui regarde nos contenus parce que je le fais pas seul, hein, je le fais avec une équipe de dingue, etc. Mais donc je dis pas content creator, je dis pas créateur de contenu, je dis j'essaye de participer à ce renouveau journalistique. Et à côté, c'est vrai que j'ai plein d'activités autour de... j'ai ma boîte qui s'appelle Intello, qui est une agence de création média. On aura l'occasion d'en parler, je suis sûr. J'ai été associé et je suis toujours sur Elise, une application pour un présidentiel. Qui a méga cartonné d'ailleurs. Qui a super bien marché, en effet, chez les gens. Et voilà, j'ai du coup ces 2 casquettes-là, une casquette journaliste et une casquette... Et ça, c'est intéressant, puisqu'il y en a plein qui vont dire content creator parce qu'ils ne veulent pas
être défini par l'ancien mot. Genre, moi, je voudrais pas qu'on me dise je suis journaliste, même économique ou je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit ça mon métier. Ouais. Ouais, ou Tu, alors ils tu disent vois, créateur de contenu parce qu'ils n'aiment pas influenceur, parce qu'aujourd'hui, évidemment. dans les médias un peu mainstream, c'est les anges de la télé-réalité et Jean Massier, qui est un créateur d'actualité politique, ils n'aiment pas les mettre dans le même bateau, quoi. Fermons la parenthèse et reprenons sur donc le Nord. Ah oui. Le Nord, donc tu as fait tes études là-bas? J'ai grandi de mes 0 à 15 ans là-bas. C'était une période assez intéressante. Aujourd'hui, je trouve que ça a été un bon apport, déjà parce que en vrai, c'est assez peinard comme zone, quoi. J'ai pas grandi dans une zone de guerre ou quoi. Mes parents avaient de la thune juste ok, tu vois, on était en classe moyenne sup, donc pas ultra bourgeois, mais pas non plus dans la Hesse, quoi. On était bien. Je dis ça parce que aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont tellement d'univers différents, etc., que je pense que c'est important. Je suis pas dans cette doctrine un peu d'ultra-gauche où c'est définis-toi par le capital de tes parents. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas ce truc-là parce que je suis un peu dans un mindset un peu méritocratique, etc. Mais ça reste que c'est important de le dire. J'ai grandi avec une connexion Internet mais j'ai eu mon premier ordinateur à 14-15 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dû attendre mes 18 piges en bossant au McDo pour me le payer. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans dans le Nord. J'étais un élève normal, moyen, pas dingue et pas bon élève non plus. Timide, un gars timide qui parlait pas trop. J'étais un peu je sais pas du coup si ça te parle, mais tu vois, un peu le gamin au CDI qui faisait des trucs sur ordinateur, qui essayait de monter des projets, etc. J'aimais bien les jeux vidéo. Plutôt ambiance premier de la classe, premier rang? Bah justement, non. Ouais, un peu ambiance premier de la classe dans le sens où j'aimais pas faire de vagues, mais pas dans les notes. Je brillais pas par les notes. Aujourd'hui, je me suis entouré d'intello et c'est un petit peu la raison pour laquelle ma boîte s'appelle comme ça. Mais voilà, non, je brillais pas je brillais pas particulièrement par mon intelligence. D'ailleurs, je parlais très peu. Donc tu faisais déjà des projets, tu dis, au CDI à 15 ans. Ouais, ça ressemblait à quoi? J'avais acheté le nom de domaine game-life.fr. J'avais un blog qui s'appelait Game Life et on parlait de jeux vidéo. C'était un peu éclaté comme nom. Et puis j'avais des rédacteurs et puis je disais, bon, bah alors toi tu publieras le mardi, toi tu publieras le mercredi. Donc tu avais déjà ce truc éditorial / média? Un peu. Et un petit peu de casquette. J'aimais bien les process, j'aimais bien l'univers graphique, etc. Je pense que le job que je faisais à ce moment-là au CDI à 14 piges, ensuite j'ai fait des études et ça a un peu différé. Et aujourd'hui, ce que je fais à 24 ans, donc 10 ans après, en fait, ma vie d'il y a 24 ans, c'est juste étendue de 9h à 17h, mais de ce que je faisais pendant mes récrés, pendant ces années-là au CDI. Donc c'est pas un boulot. Pour toi, c'était déjà du plaisir? Ouais, bah quand c'est devenu un boulot, tu le sens bien que c'est devenu un boulot parce que c'était éclaté au sol de fatigue dans des périodes comme là aujourd'hui, on est pendant la présidentielle. Pour nous, c'est crevant, on bosse 7 jours sur 7 et moi, on bosse. Oui, je devrais pas dire ça, mais on bosse 7 jours sur 7 et moi, je dors très peu. Mais c'est vrai que du coup, là, tu sens que c'est devenu un boulot, mais c'est pas un boulot dans le sens où je suis hyper content de me lever tous les matins, tu vois. Je me dis... C'est important, la notion de plaisir. Ouais, carrément. Je pense que c'est impossible de faire sinon. Tu tiens 1 an, 2 ans, 3 ans dans une industrie où tu te dis... Tu vois, quelqu'un qui est purement opportuniste et qui veut lancer une start-up dans, je sais pas, on parle aujourd'hui de blockchain ou de Web3, Web3. de NFT. Ouais, j'entends ce mot, j'ai entendu 8 fois cette semaine, Web3, alors que vraiment c'est devenu croissant, quoi, ce terme-là, mais très bien. Quelqu'un qui sort d'HEC et qui veut bosser, qui veut être entrepreneur. Bah voilà, il chope un truc, il fait le Web3, tout le monde en parle, tout le monde parle de NFT, je vais lancer ma marketplace de NFT. Si tu détestes l'informatique, si tu détestes même les notions de droit de propriété, etc., qui sont hyper importantes dans ce truc-là, mais tu tiens pas une carrière dedans, quoi. Et du coup, c'est important pour moi d'être passionné. Donc tu as su en fait dès le début ce que tu voulais faire au final. Ça fait 10 ans que tu fais des choses qui ressemblent à ce que tu faisais déjà au lycée, même au collège. Ouais, je me pose beaucoup de questions dans la vie, donc du coup, je suis le genre de type qui, un peu une fois par mois, fait un bilan. Et j'ai quand même assez rapidement cerné, tu vois, j'ai toujours fait ce truc-là.
Je suis pas très journaling. Tu me parlais de Tim Ferriss tout à l'heure un peu en off. Je suis pas trop dans ce truc-là. Mais par contre, il y a quand même un truc que je fais, c'est qu'une fois par mois, je mets quand même, j'ai une case, une colonne, une feuille avec des cœurs, une feuille avec genre un cœur barré. Je me dis, ok, j'aime ça et je déteste ça. Et je veux absolument converger vers ce que j'aime, toujours, 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 pour pouvoir faire les bons choix et kiffer ma life, quoi. C'est hyper intéressant de faire ça. Donc ça, c'est une des méthodes. Tu connais la méthode de noter chaque événement à quel on t'invite ou chaque chose qui arrive sur 10. Et en gros, tu n'as pas le droit d'utiliser le 7. Parce que si tu n'utilises pas le 7, d'un seul coup, tu sais si tu veux le faire ou pas. C'est un petit peu différent. Genre, on t'invite à une soirée. Tu te poses 2 secondes, tu te dis, combien je noterais 8 ou 6? Et très vite, c'est clair. C'est hyper intéressant, c'est trop drôle. Mais c'est vrai que le 7, c'est naze comme note parce que c'est trop facile. C'est le média. C'est drôle. Et c'est marrant. J'avais ça en tête parce que c'est une blague de Tim Ferriss. Ça me faisait. Et je trouve que c'est assez rigolo comme. Faut y penser parce que souvent on n'y pense pas. Genre, ah oui, je vais y aller ou je sais pas trop. On va voir. On sait jamais. Tu vois, on sait jamais. La FOMO. Ouais. Bah, ouais. Non, mais nous, on est enfin, ça me parle de ouf en ce moment parce qu'on est vraiment dans ce truc-là, quoi. Je dis nous à chaque fois parce que je bosse avec une équipe et puis 2 types qui s'appellent Max et Vlad qui m'accompagnent vraiment au quotidien l'un sur la partie plus content et l'autre sur la partie plus développement stratégique, financière, etc. de ma boîte Intello. Ils sont salariés de cette structure et c'est des questions à laquelle on se pose tout le temps parce qu'on est ultra sollicité pour des interviews, pour des conférences, pour juste des cafés. Tu sais, la culture française, c'est ça. Viens, on va se poser 1 heure en café. Et je vais avoir l'occasion peut-être de développer ça, mais à chaque fois, j'ai l'impression de lancer des petits spoilers. Tu sais, en mode genre, n'oubliez pas, dans 15 minutes, on parle de ça. Mais on a levé chez Niel il y a 1 an. Ok. T'as levé sur quel modèle? Alors, on a levé... Attends, je veux juste terminer mon propos parce que j'ai peur d'oublier sinon. Mais simplement sur ce truc-là de café, du coup, quand tu lèves chez Xavier Niel, on te dit automatiquement, genre, bah, tu vas à Station F. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ma tête, c'était, oh, trop cool, on va avoir notre bureau à Station F, ça va être trop bien. Station F, énorme incubateur à Paris pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Et c'est trop bien, c'est un endroit qui fait rêver, il y a tout le monde, c'est trop bien. Et quand j'ai dit ça à De La Roche-Brochard, Jean de La Roche-Brochard, qui est du coup la tête chercheuse et la tête de Kima Ventures, qui est le fonds de start-up de Niel, il m'a dit, si tu veux, mais vraiment, tu vas passer ton temps à prendre des cafés, alors que là, actuellement, la première année, la chose que tu dois faire, c'est t'enfermer dans un bunker avec l'équipe que tu as recrutée et délivrer. Et il avait raison, parce que je n'ai jamais vu... Du coup, j'ai vécu à Montréal pendant 6 ans avant. Faut qu'on y revienne. Attends, on va y revenir, mais la culture du café. C'est de la bouffe, etc. C'est hyper chronophage. Ouais, mais c'est la même culture des événements. En fait, tu sais pas trop, donc tu vas à un événement start-up, tu vas à une conférence, tu vas à un truc. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu tiens le bon bout, quand tu tiens une espèce de ce qu'on appelle product market fit, donc tu as un fit entre ton marché et ce que tu es en train de faire. S'il y a de la demande, les gens ont envie d'en avoir plus. Il n'y a pas le choix. Il faut s'enfermer. Tu vas à fond. Ouais, non, mais c'est clair. Il faut. Donc tu dis non au café. Ah ouais, l'écrasante majorité des cafés, je dis non. Ou alors vraiment, il faut qu'il y ait une bonne... Genre, ok, mais on va parler de quoi? Et non, si je dis oui à des... En fait, c'est particulier parce que je dis oui si je dis oui à quelques cafés, mais genre là, ce matin, j'étais avec le patron de Publicis. Oui, du coup, j'ai dit oui à ce café-là. Mais... Il n'y a pas besoin d'agenda de... Ok, c'est quoi l'objectif du café? Mais non, voilà, tu vois, mais j'ai compris que on ne pourrait pas faire des affaires ensemble si on se voyait pas avant dans un café. Enfin, il y a un truc un peu évidemment bizarre. Est-ce que c'est bizarre? C'est on bâtit une relation. Ouais. Et tu sais, un peu comme un copain. La première fois que tu le vois, tu ne demandes pas c'est quoi son objectif. Tu vas le voir, tu le vois autour d'une bière, un truc. Ah bah il est sympa ce type. On va en prendre une deuxième, etc. Et la vie pro, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est bien plus long. Parce que là, tu vas prendre le premier café, si tu ne fais rien pendant 2 ans. Tu vas reparler une fois, prendre un demi, c'est déjà un peu plus cool. Et peut-être que dans 4-5 ans, tu auras explosé, dire bon, on est chaud pour vous racheter. Ouais. Juste que tu as pris un café et un demi. Mais complètement. Mais j'adore en fait, parce que c'est quand même une culture très latine de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, le mec qui parle pas français, de l'entrepreneuriat, pardon, qui est intéressante, que j'aime bien. Mais c'est vrai que du coup, tu as des mecs à Paris et des nanas qui passent leur temps à faire ça.
et qui Qui avancent pas beaucoup plus. Ouais. voilà, qui sont Je te pas, dis, pas dans pour tous l'opération. ceux qui nous écoutent, tu notes sur 10 ton envie ou l'impact derrière pour toi, pour ton business ou ce que tu vas apprendre. Si ça dépasse, sans prendre le 7, si ça dépasse pas et que ça fait pas le 8, tu prends pas. Ouais. Revenons sur. Donc, lycée, tu vas où? Tu restes toujours dans le Nord? Non, alors à 15 piges, du coup, je pars un an aux États-Unis en famille d'accueil. Pour faire la grande histoire courte, je vais dire que c'est je vais d'abord chez le correspondant de mon père quand il avait 17 ans. Il avait un correspondant américain chez qui il était allé, qui s'appelait Mike. Et Mike, il a grandi à Fremont, c'est à genre 20 minutes en métro de San Francisco. Il est resté en contact avec cette famille américaine. Et puis, du coup, un jour, je sais pas, j'ai vécu quand même une période, tu vois, où j'étais un peu le nerd, un peu bizarre quand même. Et du coup, je me faisais harceler. J'ai vécu une longue période de harcèlement scolaire au collège. Voilà, c'est juste ça a été fait. Enfin, à un moment donné, c'est pas ça dans ma vie. Ce qui fait que vraiment, je suis pas du tout bien dans mes pompes. J'ai vécu une adolescence qui est pas fun du tout. J'ai vraiment pas kiffé. Et je suis éteint, quoi. Je suis un ado éteint. Et du coup, mes parents se disent, bah, ça serait pas mal quand même que tu ailles ailleurs. Genre complètement. Pendant un an, un peu comme si tu te rachetais une vie. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais un peu peur, etc. Puis finalement, j'ai dit, bah, j'ai rien à perdre. Et du coup, j'y suis allé. Donc à 16 ans, j'ai été scolarisé dans la banlieue de San Francisco, dans un lycée pendant un an. D'abord, j'ai vécu un petit peu chez ce couple, donc Mike et Andy, qui est un couple homo à San Francisco. Un peu paradoxal parce que quand j'y pense bien, on était en plein pendant le mariage pour tous en France, où mes potes allaient manifester dans les manifs pour tous, parce que je viens d'un milieu quand même, c'est le nord de la France. J'étais dans un lycée privé, c'est quand même bien de droite, etc. Du coup, il y avait un truc très paradoxal en arrivant dans ce truc-là, où cette famille-là, enfin c'est ce couple qui s'habille en drague le dimanche. Tu sais, il y a un espèce de truc où c'est... Hein? Tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Et puis, ça a été génial. Je crois que c'était un peu un vrai choc, en fait. Je crois pas que j'ai très bien vécu à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais que ça a été hyper important. Et puis ensuite, ça c'était au début de l'été, puis en septembre, j'ai commencé à être pendant un an, du coup, dans cette famille, une autre famille, avec deux enfants. Les parents s'appelaient Mark et Jackie. Jackie est une femme, cette fois-ci. Et Jackie, c'est la numéro 3 chez Photoshop. C'est pas mal ça. Ouais. Et comment est-ce que tu as trouvé cette famille? Mais bonne pioche. Genre vraiment, juste ça. Vraiment, il y a juste un truc de ah, mais on connaît en fait. Donc Mike et Andy, qui était Mike, qui est le choriste de mon père quand il est gamin. Il fait quoi, Mike? Mike, il est illustrateur. Et il a grandi avec un copain d'école. Et ce copain d'école, il s'appelle Marc. C'est le père de la deuxième famille d'accueil dans laquelle je vais. Et ce type-là, il est paysagiste, jardinier, etc. Il s'en fout. Il vit la vie à la californienne, très cool. Et il se marie avec cette femme dingue, Power Woman, numéro 3 chez Photoshop, directrice des programmes elle est software manager engineering, quelque chose comme ça, tu vois. Genre vraiment, elle s'occupe du programme Photoshop depuis 20 ans, comment il évolue, avec les deux fondateurs dans l'équipe qui sont les frères Nock. Et juste, je suis parachuté dans ce monde-là, qui est très, très différent du mien, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, comme j'expliquais au début, mais aussi avec une vraie ouverture sur le monde et sur le champ des possibles, la possibilité d'entreprendre, alors que depuis le début, j'ai grandi pendant 15 ans dans un truc où justement, c'était une éducation très judéo-chrétienne. Fais pas trop de vagues, tranquille. Dépense pas trop. Dépense pas trop. Prends pas trop de risques. Livret A. Tu vois, genre vraiment un truc un peu du genre. Et là, c'était l'inverse. C'était, j'avais déjà... C'est quoi l'anecdote la plus... qui image le mieux ça, que tu aurais pu vivre? C'est simple. Bah, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus le fait que, genre, je passais beaucoup de temps... Du coup, j'étais quand même scolarisé en terminale ou en première d'un lycée américain. Et en vrai, c'était un public. C'était super simple. Je me suis hissé, alors que j'étais pas bon élève du tout. Et en France, enfin pas bon élève, j'étais moyen, tu vois. Et là, je me hisse vraiment dans le top 10%. J'ai une lettre de Barack Obama qui est dans ma chambre encore, de félicitations, parce que c'était un truc classique. Enfin, c'était photocopié à tous les top 10% de tous les bahuts publics américains. Et j'ai encore cette lettre. Exceptionnelle. Et du coup, tu sais, c'est la culture américaine, genre...
enfin, il y a pas de, enfin, je suis arrivé, c'est une anecdote de La Roche-Brochard, mais que j'aime bien, qui dit dans un podcast, mon fils fait une compète aux États-Unis, il arrive 3e, et il fait, putain, je suis 3e, il y avait combien de participants? 3. Bah, je suis en top 3, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment ce truc-là, tu vois, de se dire, ok, on m'a vraiment donné, le système éducatif américain m'a donné confiance en moi. Et à côté, j'avais une famille hyper supportive, J'ai envie de t'aider, je suis désolé. Je vois très bien ce que tu veux dire. ils étaient vraiment encourageants. Ouais, Très encourageants dans ce que je faisais. Et il me disait, mais vraiment, suis ta passion à fond. C'est vraiment make it, you're gonna make it. À fond. Alors que c'était donc éducation complète. Et je crois aujourd'hui que même si j'ai passé 15 ans avec ma famille française, mes parents, avant, j'ai rien gardé j'ai gardé peu de choses de leur éducation. Et en un an, j'ai décidé que ça allait être ça, quoi. Mon set de valeurs, mes trucs, ce qui du coup. Donc là, tu as vraiment un événement game changer dans ta vie. Ouais, vraiment. C'est partir aux US. Complètement. C'est vraiment, je vois vraiment ça comme un déracinement, mais qui a été positif. Mais génial. Et aujourd'hui, moi, je veux faire la même chose avec mes gamins quand j'en ai, quoi. C'est vraiment, je le sais. Je veux à un moment donné, c'est un voyage initiatique. C'est vraiment le voyage de Chihiro, tu vois. Il y a plein de modèles comme ça. Le Roi Lion, c'est ça aussi, tu vois, dans le schéma narratif. Ouais, tout va bien, puis en fait, tu as de l'adversité. Tu dois. C'est quoi ce schéma narratif du héros là? Tout va bien. Tout va bien au début. T'as l'adversité. Problème, conflict resolution. Ouais, exactement. Ouais. Et à la fin, c'est tout va bien qui finit bien. Voilà. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, tout va bien. Donc tu restes 1 an là-bas. Tu vois un peu le monde des startups. C'est intéressant de voir ça. Donc aussi cet état d'esprit ultra ambitieux, ultra processé. Bah, tu vois, justement, du coup, j'ai donné du contexte sur mes parents en France qui ont. Mon père bosse dans l'aluminium, ma mère elle est visiteuse médicale. Il n'y a pas un monde où je peux faire du journalisme, des médias. Ça, c'est un truc, presque un truc, tu vois, genre, c'est un truc de Parisien, ça, c'est très loin. On connaît personne, de toute façon, tu connais personne, tu peux pas. Et là, c'est l'inverse. Genre, du coup, je bénéficie du réseau de cette dame qui s'appelle Jackie, qui est encore aujourd'hui, j'ai une relation hyper fusionnelle avec cette dame-là, qui me permet de faire un stage chez Google à 17 ans. Exceptionnel. Mountain View, dans les headquarters, ça dure 1 semaine et demie, genre c'est un stage d'observation, mais fuck it, quoi, j'y vais à fond et c'était extraordinaire En fait, tu vois, c'est un peu comme... je pense que, tu vois, c'est un peu, je suis tombé dedans quand j'étais petit, bah là, je suis tombé dedans quand j'étais ado, mais un moment charnière de ma construction. Et j'ai vu tout ça, toute cette effervescence créative, etc. Et c'était la folie, quoi. Du coup, je me suis dit, mais c'est fou, je veux faire ça. Je veux être dans cet univers-là. Je veux être avec des gens comme ça. Je veux prendre un petit peu de la Californie et la ramener un petit peu en France. Tu fais comment si tu as 20 ans aujourd'hui et pas les moyens de partir aux US et que tu as envie d'entreprendre et que tu sais que tu es bloqué par l'état d'esprit de ton entourage, tu es bloqué par beaucoup de choses. Pas forcément l'argent, mais l'état d'esprit, parce que c'est avant tout ça. Alors, moi, je pense que... Alors déjà, la famille d'accueil n'a pas été payée du tout. C'était des gens bénévoles. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'en fait, c'est pas si inaccessible que ça. On pense que c'est un truc de grand bourgeois. Mes parents ne sont pas des grands bourgeois. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire, je crois, et que je garde profondément en tête, c'est que... j'ai fait HEC Montréal. Donc après, je suis parti vivre à Montréal. Donc tu voulais... Ouais, non, vas-y, continue. Mais juste sur mon point, c'est que je me suis toujours dit, bon, mon école, ça va, mais c'est pas une top 3 parisienne, et on me l'a toujours dit. Et encore, à Paris, au départ, alors maintenant, on me parle d'un télo, on me parle de ma levée de fonds, on me parle de mes vidéos sur YouTube, mais vraiment, pendant un petit moment, on m'a quand même dit, ah ouais, je comprends, tu veux pas faire un MSC, tu veux pas faire un PGE, rejoindre un PGE en France, comme ça, t'as mieux, quoi. T'as l'ESSEC ou le SCP ou HEC Paris. Là, on parle vraiment de problèmes de petits bourgeois, mais quand même, il y a ce truc-là. Et donc, tu choisis pas forcément l'école et tes capacités. Tu pourras jamais choisir non plus ta famille. Par contre, je suis persuadé qu'il y a un truc qu'on peut choisir, que n'importe quel individu peut choisir, c'est la ville dans laquelle il habite. Tout le monde peut aujourd'hui, quasiment, presque tout le monde, je crois, peut aujourd'hui, demain, péter un câble, arriver à New York, vivre dans l'État de New York, tu vois, à genre
2 heures de trajet de New York, mais dire ouais, je suis New-Yorkais. Tout le monde peut. Alors que s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas aujourd'hui t'enlever, et tu vois, et aujourd'hui tu vas voir. Je dis ça parce que j'ai jamais, quand je suis arrivé dans ce petit monde un petit peu médiatico, start-up, machin, à Paris, je suis arrivé avec mon background HEC Montréal. Moi, j'en avais un petit peu honte, mais je disais, je suis quasiment franco-canadien. Enfin, j'ai une expérience en Amérique du Nord. Et tout le monde était en mode genre, oh, waouh, c'est trop bien et tout. Et ça, j'ai aucun mérite. Je me suis juste posé là-bas, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que Il y a cette aura de San Francisco. Tu y allais, 99% des gens n'y sont pas allés, et donc il y a ce truc, tu peux pas l'expliquer, tu vois. C'est un peu comme le nombre d'abonnés sur ta page. Tout le monde est ah ouais, quand même, c'est stylé. Mais alors que c'est ridicule, parce que j'ai fait quoi? J'ai juste été là-bas, j'ai mangé, dormi là-bas pendant 1 an. J'aurais pu rien faire d'autre, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai des copains qui ont grandi à Dallas, Texas. Il n'y a rien, ils n'ont rien fait de particulier. Juste, ils arrivent dans une soirée un peu guindée. Voilà, j'ai vécu à Dallas pendant plusieurs années. Ah bon, mais c'est un truc. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français aussi, à certains moments, le mindset français est parfois tellement petit esprit, etc., de ne pas vouloir avoir. J'ai plein de potes qui ont les moyens, qui ne sont jamais partis plus loin que l'Europe. C'est tellement dommage. Alors que c'est des personnes qui pourraient être simplement. Aujourd'hui, un Paris-Montréal, ça coûte 400 €. En vrai, en 2 ans, si tu économises, tu poses une semaine de congé et tu y vas et tu t'ouvres l'esprit, mais un truc de dingo. Les voyages forgent la jeunesse. À fond. À fond, à fond. Et moi, je crois profondément à ça et j'invite vraiment tout le monde à se poser la question d'un moment donné, pousser un peu juste les barrières de son existence en se disant, bon. Donc là, tu te dis quand même, après cette expérience san-franciscaine, si on peut dire, je veux rester sur le continent américain. Je vais donc Montréal, pourquoi pas. Ouais, parce que en fait, mes parents à ce moment-là se sont dit quand même, bon bah attends, il a l'air de sacrément kiffer sa vie en France. C'est à peu près le moment Charlie Hebdo, tout ça, donc fin du quinquennat Hollande. C'est pas la J. Je sais pas si tu te souviens un peu près de cette époque, mais il n'y a pas d'effervescence particulière en France, de notion d'espoir. Tout le monde est un peu en mode genre, l'ambiance est assez morose. Et mes parents, mon père perd son boulot, je crois, et cherche un nouveau taf. Et il se dit, bon, je vais chercher à l'étranger. Donc, il n'est pas expat, en mode genre forfait d'expat, la belle vie, parce que aujourd'hui, on les connaît, les forfaits d'expat. L'école est payée, tout est payé. L'expat, le salaire, c'est de l'argent de poche. C'est pas ça. Mon père cherche un boulot. Il se trouve que c'est une boîte canadienne qui le recrute. Et il passe 6 mois à Chicoutimi, dans le nord du Québec, vraiment. C'est genre bienvenue chez les Ch'tis, mais version québécoise. Il faut avoir québécoise. envie. Il commence à parler, tu comprends même pas Ouais. au niveau de l'accent. Tu y es allé? Je connais pas mal Montréal. Et c'est vrai, Chicoutimi, il faut s'accrocher. Et en fait, voilà, et finalement, après 6 mois à Chicoutimi, il se fait offrir un poste à Montréal. Et à ce moment-là, il fait à la famille, à mon frère, ma sœur et ma mère, ok, rejoignez-moi. Et à moi, qui suis du coup à San Francisco, rejoins-moi. Et on se retrouve en 2015 à Montréal et j'y suis resté 6 ans, le temps de mes études, d'avoir mon bac. J'ai fait une partie de mon lycée français. J'ai été rescolarisé dans le système français ensuite. Et j'ai fait HEC Montréal pendant 4 ans et demi. Et à partir de là, retour en France, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, avant cette question, au niveau de la vidéo, YouTube, etc., là, tu fais quoi à ces moments-là, pendant ces 4 ans d'HEC Montréal? À part sortir et boire des coups avec les copains. C'est vrai que je fais beaucoup de ça. Et ça a été beaucoup de ça. Et ça m'a fait du bien quelque part. Je pense que c'est cool d'avoir vécu ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes youtubeurs qui ont 17-18 ans, qui font pas d'études et qui n'ont jamais. Tu parles à Squeezie, etc., à des très gros créateurs de contenu. En général, ils ont percé quand ils étaient au lycée. Du coup, ils ont fait le choix de ne pas faire d'études. Ils gagnaient 10 000 € à 18 ans. Pourquoi aller faire des études? Et c'est des gens qui aujourd'hui regrettent de ne pas forcément avoir eu la chance de pouvoir avoir. Enfin, ils ne regrettent pas. Mais est-ce qu'ils regrettent les études ou est-ce qu'ils regrettent ce qui vient avec, c'est-à-dire. Non, ce qui vient avec. Une tribu de gens avec qui tu t'amuses, qui ont des valeurs qui se ressemblent et. Non, mais l'université. On rigole. Tu vois, on dit souvent c'est les meilleures années de ta vie, etc. Je ne sais pas si moi, si ça a été les meilleures années de ma vie. En tout cas, c'était des années d'insouciance folle. Qui font du bien en vrai dans la vie de quelqu'un et que tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir d'ailleurs. On parle là des créateurs un peu privilégiés, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne s'inscrivent pas à la fac parce que voilà, tout de suite petit boulot, etc. ou juste
Et toi, à ce moment-là, alors tu crées des vidéos ou tu es encore en train de Non, en fait, papillonner à droite à gauche? non, alors j'ai toujours ce truc de la vidéo. Je lance une chaîne YouTube avant même mon départ aux États-Unis et je me dis, cette narrative de partir aux États-Unis, ça va faire un contenu YouTube pendant 1 an et demi. Et donc, je fais des vidéos où j'explique ma vie de jeune homme qui est parti aux États-Unis. Et j'ai 100 000 abonnés très vite sur YouTube grâce à cette narrative-là, où les jeunes, où c'est la première fois que des Français, il y avait un Belge qui avait fait ça à l'époque, mais c'est la première fois que des Français peuvent, enfin, voir un autre jeune homme français de 16-17 ans partager sa vie d'ado de l'autre côté de l'Atlantique. Et les gens sont passionnés, c'est là encore la vibe très high school musical, tout ça, dans le fantasme des gens. Et du coup, c'est un vrai truc qui marche bien. Je fais des FAQ, genre comment ça se passe, les cours aux États-Unis, machin. Donc en fait, tu as bâti ta communauté depuis presque, j'allais dire presque 10 ans, peut-être pas, mais un bon, un bon 7-8 ans. Et ils t'ont suivi, ils ont vu toute l'évolution de Gaspard à je, je vais montrer ma vie, ce qui se passe aux US, à journalisme, etc. Et je pense qu'il la suivra encore très longtemps. C'est-à-dire que vraiment, je suis une moule. Hein. Je peux vraiment m'accrocher longtemps. Non, mais je veux dire... J'ai une question là-dessus, ouais, pardonne-moi de te couper, mais non. si j'ai bien compris, t'es au collège, ça se passe pas bien. Mhm. Donc, tu prends cette main tendue, comme tu mets, bouée de sauvetage, je fais table rase, je vais aux US, Complet. mais je vais créer des vidéos, ce qui demande un niveau quand même de confiance en soi. Non, parce qu'en fait, je me dis... Regarde, le Mais tu vois pari où dans est-ce que ma je veux tête... en venir? Oui, mais le pari dans ma tête, il est très simple. C'est que je me dis... J'avais publié déjà 1 ou 2 vidéos au lycée. Et on me poussait dans les couloirs parce qu'on me disait Cyprien, tu vois, et on se foutait de ma gueule. C'est de ça que je parle. Hein. Ouais, mais en fait, le fait est que maintenant, je vais me barrer aux États-Unis. Je me dis, ça va durer 1 an. Je sais pas du tout que je vais partir à Montréal ensuite. Et je me dis, au pire, je pourrais toujours demander si ça se passe vraiment très mal et si c'est giga la honte sur YouTube pendant que ça se passe aux États-Unis. Comme de toute façon, mes potes, ils seront partis parce que c'est pendant à peu près, c'est la fin du lycée. Je pourrais demander à mes parents de me changer de lycée et je sais pas, je supprimerais. Enfin bref, il y a un espèce de truc de non-dit si je fais des vidéos aux États-Unis et que ça se passe mal. Pendant que je suis aux États-Unis, je m'en fous, mes vidéos sont en français. Les mecs du lycée américain, ils savent pas Ouais. du tout que je suis youtubeur. Pas du tout. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que l'écrasante majorité des gens, pour l'écrasante majorité des ricains au bahut, je suis the Frenchie, tu vois. C'est juste ça. Et il y a pas de je suis le youtubeur français. Non, non, je suis juste le français de. Donc du coup, il y a un truc hyper Bien joué. agréable. Bien joué. Et je vais rebondir tout de suite sur est-ce que ça arrive souvent, tu penses, pour les gens qui veulent se lancer? T'es jeune, tu veux créer du contenu, que ce soit des vidéos, des TikTok, etc. Et donc, tu te fais un peu secouer dans les couloirs. Je crois que c'était plus vrai. Tu vois, Parce que tu parlais de Squeezie, je sais que c'est exactement le cas. Il a très très mal vécu le début. ouais, ouais, mais, ouais. Non, mais après, là, c'était c'était il y a quasiment 10 ans. Et, Ouais. ouais, ça fait peur. Mais ouais, c'était il y a quasiment 10 ans. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que à l'époque, on est tous sur Facebook et YouTube, c'est tout. Et genre, on consomme YouTube et on est actif sur Facebook. Aujourd'hui, les gens sont sur Insta, TikTok, machin, Snapchat. Ils sont devenus des créateurs de contenu. Aujourd'hui, le consommateur de chaque réseau social, Et c'est devenu cool d'être et créateur. c'est devenu super cool. Parce que y a un statut, parce que machin. C'est un peu l'inverse, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a moins ça dans les générations aujourd'hui. Ça reste que ça peut faire flipper. De s'exposer et de se lancer dans un truc créatif qui est un peu différent de je te partage mes vacances parce que normal, tu vois, mais de dire je vais essayer d'avoir une valeur ajoutée. Et moi aujourd'hui, ça m'est arrivé de donner des petites conférences dans des écoles de commerce, ce genre de trucs, pour des premières années ou des deuxièmes années, tu vois. Et le carcan français fait tellement en sorte que tu sois le moins différent du moule possible, que tu sortes le moins du moule possible, que je leur dis tout le temps. Alors, vous êtes différents, chacun. On vous empêche aujourd'hui d'exprimer cette différence parce que c'est un peu la honte sinon. Mais retenez bien, c'est cette différence-là qui va faire en sorte que dans 5-10 ans, vous allez en faire votre gagne-pain et que ça va tellement. C'est ce qui va permettre de vous différencier du lot et ce qui va faire votre valeur ajoutée Il dans faut le monde. travailler sa singularité et la pousser au maximum. C'est beaucoup plus classe dit comme ça. Je vais te copier cette phrase si tu m'autorises. Donc là, tu continues de créer des vidéos. Là, t'es à HEC Montréal, donc avec la famille. C'est cool aussi, donc t'es pas tout seul. Tu continues à créer du contenu, toujours Ouais. sur la même chose.
Bah là, c'est plus... non, alors j'essaye de lancer un... Alors, à peu près au même moment, en 2017, donc au milieu de mes années à HEC Montréal, je commence à... j'essaye de faire une vidéo sur une réforme, la réforme de l'éducation en France. Mais avant d'être une réforme, c'était une envie du président de la République actuelle, Emmanuel Macron, et qui est bon, bon, on verra s'il est réélu, parce que peut-être que l'élection est déjà passée quand alors vous écoutez ce podcast, on n'a pas encore le résultat. Bon, enfin, ce président-là, en 2017, propose la suppression des filières. SESL. Moi, je viens du monde. Je viens de terminer à peu près mon lycée au Québec. Avant, j'étais au lycée aux États-Unis, où il y a quand même vachement moins de. Tu vois, il n'y a pas 3 patterns. C'est tu choisis tes matières, tu choisis des blocs de matières, etc. J'ai adoré ce système-là. J'en fais un plaidoyer sur Facebook Watch à l'époque, qui vient de se lancer. Et la vidéo fait 13 millions de vues. Alors que je parle d'actualité et de... T'avais déjà une commu ou c'est... Ouais, j'avais une commu, mais une commu qui parlait pas de ça. Une commu... Sur Facebook, j'avais pas de commu. J'avais genre 3000 likes. Et vraiment, la vidéo pète un câble. Et vraiment, ça résonne dans beaucoup, beaucoup d'oreilles. Et on en parle dans la presse nationale, etc. Et c'est la première fois pour moi qu'une de mes créations retrouve un impact, même dans les médias mainstream, etc. Ma grand-mère le voit, alors qu'elle ne savait pas ce que je faisais. Enfin, tu vois, il y a un truc où ça y est, ça dépasse un peu ce truc-là. Ça devient très réel à ce moment-là. Et surtout, ça me fait prendre confiance dans le fait que bah, parfois j'ai une voix, parfois j'ai des avis, parfois j'ai un point de vue. Et que depuis le début, je partage un peu ma vie, un peu lifestyle. Mais qu'en fait, peut-être que ce serait intéressant de parler de choses qui soient différentes de simplement ma personne, mais des choses qui me dépassent un petit peu, tu vois, comme bah là, c'était la politique d'éducation en France, enfin, tu vois, ou ça peut être la guerre en Ukraine aujourd'hui, enfin, plein de choses, tu vois, qui font que à partir de 2017, il y a un peu un clivage où je suis créateur de contenu depuis 2013. Pendant 4 ans, j'ai parlé de ma pomme. J'en ai un peu marre. J'ai envie de parler d'autre chose. Et du coup, je commence à parler plus d'actualité et de politique vite, tu vois, sur Facebook et YouTube. Tu reviens en France à partir de quand? Je reviens en France à partir de décembre 2020. Donc là, tu as fini HEC Montréal. En fait, non, je reviens en France en juillet 2020 et je continue en Zoom. Je devais partir à Séoul pour mon dernier semestre. Et en fait, c'est annulé parce que Covid. Et du coup, je fais juillet 2020, décembre 2020, je suis diplômé en Zoom en fait. Je termine mes derniers cours pendant 6 mois. Et je me dis, bon, bah, ce qui est quand même cool avec le Covid, c'est que bah, du coup, t'es pas obligé d'être dans le pays. Voilà. Et pour moi, Paris, c'était l'étranger. Parce que tu vois, j'avais fait Lille, banlieue de Lille, enfin vraiment pendant Évidemment. 15 ans. San Francisco, Montréal. Montréal, j'avais poncé un peu le truc. Genre, ça faisait 6 ans que j'étais là-bas. Je me dis, ok, c'est bon, les grandes villes ne me font plus peur. Et je vais aller C'est le moment de percer à Jeunesse, Paris. à Paris. Et du coup, j'y suis allé en juillet. De juillet à décembre, j'ai un peu préparé le terrain. Je suis parti sans pote, sans rien. J'avais aucun pote à Paris à la base. Alors, ça veut dire quoi préparer le terrain? Bah, j'ai fait des rencontres. Je suis allé voir. T'as bu des cafés. J'ai bu énormément de café de juin à décembre. J'ai fait Tu vas voir qui? Tu ping qui? T'envoies des emails à qui à ce moment-là? Personne. J'envoie aucun email. Je suis en mode yes theory. Je me dis, typiquement, tu vois, première semaine, j'arrive à Paris, je connais personne. Et j'ai un cousin que je connais assez peu qui me dit, ça te dit d'aller boire un café? Oui. Ça te dit d'aller faire un barbecue? Oui. Et je me retrouve comme ça avec des groupes de gens, des personnes que j'ai vues beaucoup à un moment, puis un peu moins. Puis en fait, c'est un peu le moment où tu arrives dans un nouveau... Tu papillonnes, Ouais. tu dis oui à tout. Je dis oui à tout, je rencontre des gens. Insta permet quand même de rencontrer des personnes intéressantes où il y a des gens qui voient que je suis à Paris et que j'ai quand même une petite commu. Donc, typiquement, bah, j'ai un de mes meilleurs copains aujourd'hui, il m'envoie un message, il me dit, c'est un mec qui fait de la chanson française que j'ai adoré sur Insta. Ça s'appelle comment? Ulysse Manès. Et il fait de la chanson française. J'adore ce qu'il fait. Lui suivait un petit peu ce que je faisais. Et il m'envoie un message à base de prenons une bière. C'est devenu un meilleur copain et on se voit et on se suit depuis. On suit notre évolution depuis 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'on se connaît à peine. Et parce que c'était voilà, à peu près l'été 2020. Et juste, je rencontre beaucoup de gens. Voilà. Et puis en janvier. Ça serait bien j'ai envie qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est hyper dur. J'ai fait un post LinkedIn, je crois tout à l'heure, qui va sortir
quand l'interview sortira, ça fait longtemps, où justement, je fais un petit plaidoyer sur Paris, à quel point c'est important en tant que Français d'y aller, sinon on se ferait pas chier à payer 1200 balles les 30 mètres carrés en loyer. C'est mon loyer et c'est la surface que j'ai. Donc, t'as vraiment le compas dans l'œil. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. On ferait pas ça s'il n'y avait pas une raison derrière, c'est-à-dire et que tout le monde, en tant qu'étudiant, tu montes à Paris, parce que c'est là où il y a de l'espoir, où logiquement tu peux créer des choses. Ouais. Faut être lucide, tu vois. Faut pas, je dis pas qu'on peut pas faire d'autres choses ailleurs, je dis que en général ça se passe plutôt là, et dans les médias encore plus, si tu veux créer dans les médias. En revanche, vu que c'est là où ça se passe, c'est là où il y a le plus de concurrence aussi. Donc c'est là où c'est le plus dur de percer, surtout si tu viens pas de là. Et là, c'est là où je vais te laisser reprendre la parole. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment est-ce que tu perces à Paris quand tu as 22 ans, tu as plein d'espoir, plein d'énergie, plein de volonté, mais pas de réseau? Franchement, moi, vraiment, hein, déjà, mon bouquin préféré, c'est Bel Ami de Maupassant. Ça te parle ou pas? Oui, très bien. Georges Duroy qui arrive et il est personne. Parce que cette ville est hyper ingrate. Et je la comparerais bien à New York, tu vois ce que je veux dire? À base de... D'accord. Sauf que c'est pas des gratte-ciel, c'est des haussmanniens dans le 8e. Exactement. Personne veut laisser de la place. Personne. C'est une ville... Enfin, vraiment, hein, je suis d'accord. Enfin, je suis OK de dire ça. C'est vraiment une ville où il faut s'accrocher, quoi. Où chaque rencontre est un combat, chaque envie est un... Et d'un autre côté, je pense que si tu vas avec un vrai mindset et une vraie faim, dans notre génération, il n'y a pas tant de jeunes que ça. Je trouve que notre génération est quand même un peu... À certains moments, j'ai un peu envie de la secouer. Et du coup, je pense que pour quelqu'un qui a faim, c'est quand même plus simple de percer à Paris que de percer aux États-Unis. Dans le sens où... Tout le monde a la dalle aux US. Tout le monde a la dalle. Ça fait partie le du mindset. hustle, tu vois, le mindset. Alors qu'il y a beaucoup de gens à Paris, dans les soirées et tout, avec une bière à la main, une 16, ils vont te dire, genre, j'ai envie de faire des trucs, etc. Ok, donc t'en es où? Bah, je réfléchis. Il y a beaucoup de ça. Il y a énormément de ça. Et des vrais gens qui font, en France, à Paris, genre, ouais, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais il y en a moins qu'ailleurs, enfin, qu'aux États-Unis ou où il y a un mindset de résultat. En France, pas toujours. Je suis d'accord, et je vais faire exprès de me faire l'avocat du diable, et en même temps, moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas vécu aux US. En revanche, j'ai pas les logos des grandes écoles sur mon CV. Quand tu les as pas, c'est hyper dur que les gens te disent oui à un café. C'est aussi bête que ça. Bien sûr. Et donc, de percer, c'est à peu près 10 fois plus dur. Je sais plus qui disait, dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur social, il n'y a que les escaliers. Je te jure, quand tu as des logos qui vont bien, alors c'est vrai qu'ils t'emmènent pas tout en haut, mais premier étage, il est plus facile. Donc là, tu t'es déjà décalé de 90%. Aujourd'hui, on est 12 dans ma boîte et l'écrasante majorité des gens que j'ai embauchés sont des gens qui ont fait des meilleures études que moi. C'est des Sciences Po, c'est des HEC, des machins. Et je me bats parce que le marché de l'emploi pour eux est hyper attractif. Max, qui bosse avec moi, avant de dire oui, de bosser chez Intello, il a bouffé avec Ardisson. Il a bouffé avec Mathieu Gallet. Je vous donne des noms, peut-être ça vous parle pas. Ancien patron de Radio France qui a cofondé Magellan. Voilà. Et ils le voulaient tous les deux. Et je suis en mode, mais tu le connais qui? Tes parents sont francs-maçons? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie? Il fait, non, mais j'ai fait Sciences Po. C'est normal. Évidemment. Et je fais, quoi? Mais à quel moment? Et c'est vrai. C'est vrai. C'est pas pour rien, on appelle ça la voie royale. Hein. Et je trouve, on va continuer là-dessus un peu sur le fait de percer, parce que je pense que c'est vraiment le plus dur de percer. Pour moi, c'est rencontrer des gens qui peuvent c'est des rencontres qui te donnent d'autres opportunités. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, hein. Attention. Là, il faudra travailler à fond, il faudra cravacher. Mais si tu fais pas ces rencontres, t'as beau cravacher, tu cravaches dans le vent. Hein. Enfin, on peut ramer toute notre vie et pas aller quelque part. Hein. Et comment est-ce que tu fais? Tu vois, si je prends de mon côté, tu peux aller aider à organiser des événements start-up. Tu peux y aller au culot et te dire je vais prendre 2 micros et un jour, je pourrai avoir n'importe qui en face de moi parce que j'ai ces micros. Et moi, j'ai une astuce pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas trop de réseau et qui arrivent sans logo de grande école sur leur CV, parce que ça a été mon cas, mais moi j'ai eu une chance, c'est que comme j'avais déjà une petite commu, on m'a ouvert quelques portes plus facilement, c'est vrai, parce que j'avais fait ça très jeune, mais je vois des jeunes qui sont tout le temps là quand je donne des conférences. Et il y a quand même un truc en France qui est pas mal, hors Covid, mais qui marche de ouf. Je participe pas mal à des conférences, tu vois, à Sciences Po, la Sorbonne, machin, sur des trucs entrepreneuriaux. Il y a tout le temps les mêmes visages. Sauf que ces visages-là, à la fin, il y a quand même une culture française. Bon, on va boire un coup. Ouais. Bah, vous voulez venir? Bah, venez. Et en fait, il y a quand même un truc de...
tu vois, tu te pointes dans les endroits. Tu vois, c'est vraiment ce truc de... Tu peux vraiment cibler les conférences avec des gens qui t'intéressent et à un moment donné, tu vas réussir à saisir un truc. Ça peut être un peu creep, la manière dont je le parle, mais vraiment, je te jure que je vois ça, tu vois. À la fin de chaque conférence que j'ai donnée, il y a toujours eu des gars qui sont restés un peu plus longtemps dans le public. Et en fait, on les embarque avec nous pour prendre des bières parce que ça se voit qu'ils ont la dalle et ils nous ont distribué une carte, un flyers. Bon, allez, viens, on va parler de ton truc sur le truc. Et en fait, il y a quand même un truc un peu de réseau comme ça à Paris. Et aussi de donner son temps gratuitement. Tu vois, imagine, il y a je dis un petit ou une petite, on va dire un ou une jeune qui vient te voir et dit j'adore ce que tu fais, tu as fait ça, ça, ça. Moi, je veux trop faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Juste, j'aide, je prends les notes. Tout ça gratuitement. Moi, je suis bénévole. Tout ce que je veux, c'est apprendre avec toi, faire des trucs. J'ai envie. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et je pense que moi, dans cette posture-là, ce que je remarque quand même, c'est j'étais dans les deux postures. La première, et ça va peut-être être l'occasion d'en parler, au moment de la levée de fonds d'Intello, la manière dont j'ai interpellé de la Roche-Brochard, qui est donc la tête chercheuse de Niel, c'est par une vidéo. C'était un truc que j'ai produit, ça m'a coûté 1000 balles à produire parce que j'ai fait appel à un super mec, un super caméraman, machin, qui m'a filmé dans Paris. Je l'ai interpellé, c'est une vidéo qui n'a jamais été diffusée publiquement, mais ça m'a pris un temps de malade à la produire. Et dans l'autre sens, je viens d'embaucher une stagiaire là, aujourd'hui, qui, j'avais pas besoin de stagiaire, pas du tout. D'ailleurs, mes recrutements étaient déjà bookés pour l'été, mes stagiaires pour l'été, je savais c'était fait. Et elle crée un compte Instagram qui s'appelle Votre futur stagiaire, et elle reprend nos programmes phares, où elle se met en scène en train de reprendre les programmes phares que je fais sur YouTube. Je lui ai d'abord proposé un Zoom pendant 10 minutes. Je lui ai dit, écoute, voilà, je juste te dis, c'est vraiment cool, alors que c'est la présidentielle, je suis vraiment, mon agenda, c'est n'importe quoi, mais juste je propose un Zoom pendant 10 minutes, je lui parle et je lui dis, c'est trop cool, machin, quelles sont tes aspirations, tatati, tatata. Je fais, bon, écoute, va parler à ma rédac chef, si t'es talentueuse, enfin, si t'es talentueuse, si t'as les capacités pour faire un job de journaliste avec nous, elle te prendra. Et sinon, bah, tant pis. Mais au moins, on aura pu discuter, on aura pu se rencontrer. Elle a été bonne, elle a été prise. Il y a un truc aussi de... Et Justine Hutto, pareil, récemment, elle m'expliquait qu'elle avait pris une stagiaire parce qu'elle avait déposé un déodorant Respire. C'est Justine Hutto, donc la fondatrice de Respire, pour ceux qui nous regardent. Elle a déposé un déodorant avec son CV écrit dessus. Bon, bah, forcément, tu l'appelles, quoi. Voilà. La seule question, je pense, à la place d'un jeune, c'est de dire comment... avec qui est-ce qui m'inspire, avec qui j'ai envie de travailler, et comment je peux lui apporter de la valeur. Si tu te mets dans cette posture-là, vraiment la posture, je veux apporter de la valeur, tu vas être créatif, et tu vas trouver des trucs de dingue. Et c'est impossible de dire non à quelqu'un qui t'envoie une vidéo qui a été créée pour toi, où tu sais le taf que c'est, parce que tu le fais. Tu te dis non, mais là, en fait, si je passe à côté de ça, je dis oui à qui après? C'est pas possible. Ouais. Mais il faut donner le meilleur de soi. C'est-à-dire, il ne faut pas juste envoyer une vidéo un peu en sweatshirt, machin, etc. Il faut vraiment se donner à fond. Il ne faut pas avoir peur que ça ne marche pas. Parce que 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Et je disais, alors récemment, je te fais une petite confession. J'ai écrit une lettre à François Hollande. Parce que, pas pour le recevoir, parce que j'aime bien le type. Et j'ai un copain qui est devenu un peu son espèce de... Je sais pas, il se voit. Et il se voit, ils prennent des cafés. C'est Paris. J'adore. Tu vois, tout le monde prend des cafés au final. Et lui, il prend des cafés avec Hollande. Ouais, et lui, il prend des cafés avec Hollande. Et voilà, c'est un peu son poulain, quoi. Et je fais, putain, mais moi aussi, j'ai envie d'être le poulain de François Hollande. Et je lui ai écrit une lettre. Ça n'a pas du tout marché, il s'en fout. Lettre manuscrite. Ouais, j'ai une petite lettre manuscrite, etc., que j'ai déposée dans son cabinet, à côté de l'hôtel de ville, là, dans le 4e. Et ça n'a pas marché. Parce qu'évidemment, 9 fois sur 10, ça marche pas. Il faut pas être déçu. Je me suis donné à fond. Je me suis pas engagé trop émotionnellement dans cette lettre, mais je me suis dit, bouteille à la mer, on va voir si ça marche. Et 9 fois sur 10, ça marche pas. Mais à certains moments, ça fonctionne. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Jamais perdre espoir. Il y a cette phrase qui est excellente. Tu vois, je fais pas beaucoup comme ça de podcasts qui parlent d'entrepreneuriat, mais j'aime bien en faire de temps en temps pour pouvoir révéler un peu ce côté très start-up que j'ai. Mais c'est tout est possible à celui qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Et les 4 sont indissociables. Rêve. Déjà, il faut y penser au truc. Ok, d'accord, c'est bon. Toujours garder un petit côté fantasme. Moi, j'ai des potes qui rêvent pas. Leur vie est trop triste. Il faut rêver. Ose.
parce que rien ne se fera sans risque. Travaille, parce qu'il faut travailler. Mais si tu rêves, tu penses le truc, tu oses et que tu travailles, c'est très bien. Mais il faut jamais abandonner. Et je pense que cette personne qui a ces 4 piliers-là, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, il y a une espèce de truc où forcément la persévérance, le travail, c'est là que la magie arrive. L'important, c'est pas la fréquence des échecs, c'est la magnitude des réussites. Magnitude, tu peux définir ce mot? La magnitude, Ouais. c'est le fait, c'est sur l'échelle de Richter. Ouais. Ce qui est important, c'est pas le nombre de fois où tu vas failer, Ouais. où tu as un échec, c'est que la seule fois où tu vas réussir sur 10, ça explose. Ouais. Parce que c'est une magnitude, tu vois, donc l'important, c'est pas la fréquence, c'est la magnitude, donc que ça soit énorme. Et parce que si ça réussit, là, par exemple, ce que tu fais, exceptionnel, t'as Hollande qui te répond. Ouais. T'as quand même 90% de chances que ça marche pas. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que tu le feras, et tu vois, si tu vas le faire 10 fois, 20 fois, il y a une seule fois où ça va réussir, ça va exploser. Absolument. Et j'ai peut-être essayé, on va dire, allez, dans le mois dernier, j'ai peut-être essayé 100 trucs. Et vraiment, il y a 90% des trucs, peut-être, allez, on va dire 80% des trucs qui n'ont pas marché. Et 20% des trucs qui ont vraiment donné un truc, mais chambé, quoi. Et c'était vraiment des... Et je pense que voilà, il y a vraiment ce truc-là où il ne faut jamais perdre le cap, quoi. Et c'est important d'avoir un cap, une colonne vertébrale sur quelles sont tes aspirations, vers où tu vas, pour pouvoir faire tes choix. Parce que tu parlais. C'est quoi le tien? C'est quoi ton cap? Alors, mon cap aujourd'hui, c'est de faire alors déjà, je veux pas m'enquiquiner de trucs que j'aime pas faire. Donc, ça va être d'avoir un taf qui est toujours très créatif. Et je veux bosser dans ce triangle de médias, start-up, politique. Voilà, médias, start-up, politique, c'est mon cap. À certains moments, je peux avoir... là, aujourd'hui, je suis très média start-up. Et puis demain, peut-être ce sera plutôt média politique. Peut-être que demain, ce sera très politique. Et voilà, c'est le cap que j'ai envie de donner à ma vie. C'est un peu le triangle que j'ai défini il y a quelques années où je me suis dit vraiment, j'ai essayé des trucs et ça n'a pas forcément marché. Et où ça m'a pas forcément plu. Et voilà, maintenant je sais ce que je veux faire. Ce qui est important dans un cap, c'est de te rendre compte, c'est surtout de dire non à tout le reste. Ouais. C'est hyper dur, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je crois que le plus important, c'est d'apprendre à dire non. Mais si t'as pas de cap, tu peux pas dire non. Et il y a un moment de ta vie où il faut dire oui. Tu vois, quand tu étais en mode yes, il faut dire oui à tout. Quand tu es jeune, il faut y aller à fond. Comment ils disent les Américains, là, tu jettes les spaghettis sur le mur et tu regardes ce qui reste. J'ai pas le truc. Enfin, je vois le geste. Ça se dit très mal en français, mais je te ferai part de pas. Je vais pas le faire avec mon accent américain, mais en gros, c'est tu jettes et tu regardes ce qui reste collé. Ouais, et t'as tout qui descend, de toute façon, et ce qui reste collé, c'est là où tu dois aller. Mais une fois que tu l'as, ça, faut dire non à tout le reste. C'est ce qu'on appelle être focus, ce qu'on appelle être concentré. Ouais. En fait, je pense que ça marche par période. C'est-à-dire que à certains moments, il faut que tu prouves. Il faut que tu prouves ta confiture, ça ne veut rien dire, mais il faut que tu fasses avancer le schmilblick. Et donc là, du coup, c'est le moment où tu dois dire non, parce que tu dois être hyper focus, délivrer, avancer sur toi, etc. Et puis d'un autre côté, à certains moments, tu arrives dans ta zone de confort, et à ce moment-là, il faut rester ouvert pour pouvoir saisir la prochaine opportunité et la prochaine branche. Je pense que c'est un peu ça. Hyper complexe. De toute façon, c'est le jeu de même la schizophrénie de l'entrepreneuriat. Zoom in, zoom out, toujours. Tu dois être dedans, tu dois ressortir, tu dois être dedans, tu dois ressortir. Ouais, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi, à des moments où j'étais super focus sur un télo. Et du coup, je pense que c'est à peu près le moment du podcast où je peux peut-être expliquer ce que c'est un télo, parce que ça fait quoi, 1 heure 50 fois que tu le dis, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Alors, du coup, il y a en 2021, d'ailleurs je suis désolé, je me permets juste de parler, je coupe le 4e mur pour dire, j'ai du mal parfois à structurer mes idées. J'espère que c'est assez clair. Tu me dis si jamais ça l'est pas. Il n'y a aucun problème. Moi, on m'a déjà fait des retours, c'est pas clair, arrête de couper l'invité. Je suis ok, je vais essayer d'arrêter de couper. Non, mais c'est vrai que à certains moments, j'ai du mal à faire ça, donc voilà, désolé pour ça. Mais du coup, tu vois, à certains moments, j'ai des petits trucs où... Ah, attends, là, on n'a pas explicité ce terme. Donc, un télo. En mai 2021, je me suis lancé, du coup, en janvier 2021. Je dis à mes parents, ok, c'est bon. J'ai pas été pris à Sciences Po, parce que du coup, j'avais suivi quand même ce mindset très français qui m'avait dit, non, mais c'est bien, mais ce serait bien que tu fasses un master à Sciences Po ou en école de co, ou que sais-je. Le mindset école de commerce française, j'avais un peu peur.
parce que c'est un peu plus dans... Moi, HEC Montréal, c'était pas trop bourgeois et tout, c'était plutôt la route de la méritocratie nord-américaine. Ceux qui en veulent, ils font une école de commerce. Il y a un peu plus d'entre-soi, j'ai l'impression, dans les écoles de commerce françaises. Et en plus de ça, faire un MSc, etc., je pense que ça aurait fait vachement répétitif parce que moi, j'ai fait 4 ans d'études à HEC Montréal, mais tu te spécialises en fait assez vite. Moi, je m'étais spécialisé en marketing, par exemple, et je suis persuadé, et beaucoup l'ont fait, j'ai beaucoup de potes qui ont fait un MSc à Paris après HEC Montréal, à l'ESCP, à l'ESSEC, que sais-je, et ils m'ont dit, franchement, on a réappris les mêmes trucs, j'ai payé 20 000 balles, mais juste j'avais le SCP sur mon CV. Voilà, j'ai le logo. Le logo. Fait chier, Et quoi. toi, t'as dit non au logo. Moi, j'ai dit non au logo, mais par contre, j'ai dit, si je veux apprendre un truc et qu'il faut vraiment un tampon royal, je vais faire Sciences Po. Je savais que j'allais le prendre. Enfin, je savais que c'est ce que je voulais faire. Et j'étais assez persuadé d'être pris, pour être honnête. Et j'ai vraiment Ils lancé... t'ont pas pris. Et je me suis fait mes têches, mais comme une grosse de mer, mais un truc de ouf. Et parce que Tu sais pourquoi? Ouais, parce que... Parce que tu rentres pas dans les cases. Non, mais parce que j'étais pas... Ils ont pris des gens meilleurs que moi. Non, mais c'est pas grave. Alors là, c'est moi qui me mets en total désaccord là-dessus. Sciences Po, c'est comme d'autres écoles de commerce, c'est français. Si tu rentres pas dans les cases, tu penses pas que de la même manière. Si t'es un carré et que eux ils cherchent des ronds, ça va être compliqué. Ouais, bah non, mais c'est vrai. Puis, mais d'un autre côté, juste, il faut apprendre aussi à un moment donné que c'est pas juste de dire genre, oh, nique sa mère, ils ont pas voulu de moi. C'est juste de se dire, bon, bah, ils cherchaient un certain type de profil. Et c'est pas rentrer dans les cases ou pas, tu vois. Attends, tu viens de dire, ils cherchent ils cherchent un certain type de profil. Pas deux. Non. Et peut-être que toi, t'étais dans le deuxième. Ou dans le troisième, ou dans le quatrième, ou dans le cinquième, ou dans le millième. Je veux dire, il y a plein de gens. C'est pas un problème, ça? Dans les grandes écoles? Bah, si, certainement, mais... De chercher un certain type de profil. Si, mais je crois qu'il y a un travail qui est fait, mais il faut être... Moi, Alors, j'ai eu le seum pendant longtemps, mais là, aujourd'hui, ça va, je leur ai pardonné parce que ça va. Non, mais ce qui est marrant, c'est que je me suis fait refuser. C'est dommage pour eux, du coup. Je me suis fait refuser et 5 mois après, j'ai donné une conférence là-bas. J'adore. Et là, j'étais content. Parce que, en plus, dans l'amphi Émile Boutmy, qui est genre un amphi hyper genre emblématique de Sciences Po, et ouais, c'était un peu la petite revanche que j'ai fait. Genre. Ouais, je fais une petite aparté, je fais exprès de me faire l'avocat du diable. Hein. J'ai rien pour ou contre. Hein. Ah non, mais je sais. Non, mais bien sûr. Mais on peut pas être contre ce que tu viens de dire. T'as donné une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes écoles françaises cherchent un certain type de profil. Un certain type de profil qui est scolaire, qui apprend bien, qui régurgite parfois. Et qui pensent tous de la même manière? Bah ouais, et qui parfois... allez, là, c'est mon petit côté gaucho, et qui viennent peut-être un peu tous du même milieu. Mais c'est vrai, en vrai, il y a peu de diversité dans les grandes écoles. Et ça va finir par être un problème, si ça ne l'est déjà en vérité. Bah, d'un côté, c'est un problème, et d'un autre côté, ce qui est génial, c'est que ça permet justement aux talents qui sortent des sentiers battus, qui pensent différemment. Du coup, je prends un exemple à la con. Tu vois, ce matin, je prends ce café avec le CEO de Publicis, et de l'autre, il y a ce truc où genre j'ai demandé un stage chez eux il y a 1 an, et je me suis fait faire mon profil, mais pas par contre, ce qui est totalement normal. Parce que la recruteuse, pareil, il va essayer de faire des trucs créatifs, machin, c'est pas ça qu'on demande. Nous, on sait déjà ce qu'on fait, on s'appelle Publicis, ça fait 200 ans qu'on est là. Demain, c'est peut-être la prochaine branche de Publicis. Mais oui, et complètement. Je te demanderai pas c'était quoi la teneur du café, mais j'imagine que ça discutait du futur des médias. Ça, exactement, ça parlait juste de ça. J'ai donné une conférence à YouTube il y a 3 jours, je l'ai rencontré là-bas, il emploie relativement peu aujourd'hui en agence de com ou en agence de pub parce que en tout cas, il y a un espèce de truc entre la volonté de s'informer sur ce truc-là et puis la réalité où genre juste ils font peu dans ce truc-là. Mais du coup, j'ai toujours pas défini ce qu'était un télo. Un télo, c'est très simple. On va y arriver. Depuis 2017, elle parle d'actualité, ces vidéos. Et elles sont sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. En janvier-février 2021, alors que ça fait 1 mois et demi que je me lance à temps plein sur YouTube, où mes vidéos, elles font genre 5-10 000 vues, et c'est un peu chaud parce que je me dis, putain, mon audience, elle n'était pas du tout là pour de l'actualité et de la politique, elle était là parce que j'étais le gamin aux États-Unis. Donc c'est très compliqué de faire ce shift-là. Et en fait, je fais une vidéo, pareil, qui vient du cœur, sur la génération sacrifiée des étudiants qui sont pas bien, quoi, parce qu'ils sont dans leur chambre et puis on annonce un 3e confinement. À cause du Covid. À cause du Covid. Je fais cette vidéo, elle fait 7 millions de vues partout, en noir et blanc, un peu larmoyant, machin, nanan. J'ai un appel du Premier ministre, il y a des trucs qui se passent. Attends, c'est complètement dingue. Tu te lèves un matin et t'as l'appel du Premier ministre.
Oui, parce que j'avais déjà fait, en vérité, 4 interviews politiques où j'avais montré que c'était un truc qui m'intéressait un peu, la politique. Sur Facebook, sur YouTube, j'avais déjà un peu fait ça. J'avais essayé de lancer un peu un média étudiant qui parlait d'actualité et de politique. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas que ça me paraît... C'est improbable à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est infiniment logique dans le process. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait partie de ces marqueurs temporels, tu vois. L'appel de Jean Castex en fait, qui s'inscrit dans une continuité de dingue entre mon envie de faire des vidéos sur l'actualité, cette découverte un peu du monde politique, mon arrivée à Paris, et aujourd'hui le fait que j'interviewe tous les candidats à la présidentielle, que je connais beaucoup de gens qui bossent en ministère, de hauts dirigeants en Compol. Enfin, il y a beaucoup de... Ça paraît, en fait, finalement, assez logique. C'est bizarre à dire, mais... Et juste, voilà, on s'appelle... L'appel est pas très intéressant. En vrai, c'est juste le fait qu'il y a l'appel, tu vois ce que je veux dire. C'est le Premier ministre qui appelle un jeune. Il te dit quoi? Il te dit « Salut Gaspard ». Salut Gaspard, j'ai vu ta vidéo Gaspard, c'est avec son accent de dingue, et il me dit, elle m'a beaucoup touché, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où il m'appelle, lui il m'appelle pour prendre le pouls de la jeunesse. Bon, moi il y a le Premier ministre qui m'appelle, j'ai envie de montrer l'appel à mes enfants. Du coup, il y a mon copain qui filme, et je mets un micro-cravate. T'enregistres. Là. Et j'enregistre tout. Parce que je me dis, mais c'est un truc de dingo, en fait. Juste, il y a le Premier ministre qui m'appelle. Il était au courant? Que c'était enregistré? Ouais, qu'il est sur écoute? Non. Mais on s'en fout. Le Premier ministre sur écoute? Je comptais pas le diffuser à la base, tu vois. Je me dis, je m'en fous, je compte pas le diffuser. C'est juste pour montrer à mes... Puis en fait, je me dis, oh putain, attends, mais il me demande vraiment... Il fait, qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Il me pose cette question. Il me demande... J'ai le Premier ministre de notre pays au téléphone qui me fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me dis, bah, je sais pas. Et du coup, là, je lui soumets mes idées, je lui dis mes revendications. Je lui dis, ce serait hyper intéressant que vous considériez que l'économie de notre France, l'éducation de nos jeunes est aussi importante, au moins aussi importante que l'économie française, qui doit tourner actuellement. Il n'y avait pas de télétravail obligatoire à ce moment-là, mais par contre, les jeunes, ça faisait 1 an qu'ils étaient en cours en distanciel, qu'on ramène les étudiants une journée, voire plus, à l'université pour faire un pas vers eux, quoi. Et ensuite... il a écouté mes revendications. L'appel a duré 10-12 minutes. Fini. Et il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été annoncées les semaines après. C'est évidemment pas que grâce à cette vidéo, mais par un certain nombre de prises de parole. Il y a eu Hugo Décrypte, il y a eu une autre étudiante qui s'appelle Heidi qui a diffusé une lettre qui a été massivement partagée également. Et ces 3 prises de parole-là ont fait que Frédérique Vidal, chez Hugo Décrypte, justement, annonce, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé le retour en classe, le repas à 1 euro au Crous, enfin plein de mesures. Et là, on se dit, on tient un truc. Ces vidéos politiques, elles ne servent pas juste à émouvoir dans les chaumières, elles ont aussi un vrai impact sur nos dirigeants et sur les actions publiques qui en découlent. On continue sur un télo, hein. Moi, Et donc? Oui, et donc cette vidéo marche bien. Et puis ça met un gros coup de projecteur sur mes projets. Et je me dis, c'est cool, j'aime bien faire ce que je fais. Je vais prendre une première personne qui va m'aider. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais en vivre fin décembre. Et en février-mars, tu vois, je peux donner des montants, c'est pas énorme, mais je gagne 6, 7, 8 000 euros par mois. Alors que j'ai une petite audience. Et je me dis, uniquement de Facebook, c'est quoi, sponsoring? Non, YouTube. Facebook. Non, YouTube, YouTube, des partenariats, des trucs, etc. Je dis oui à quasiment tous les partenariats qui rentrent à peu près dans mes valeurs, tu vois. Mais je dis oui à tout. Ce qui fait que j'ai fait des publicités qui étaient un peu nazes. Mais je voulais faire rentrer du cash. Déjà parce que j'étais pas sûr. Enfin, je préférais faire des vidéos un peu nazes sur YouTube qu'un 35 heures dans une grosse boîte. Enfin, 45 heures, je veux dire, parce que t'es en France. Dans une grosse boîte, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Et du coup, je fais ce truc-là. Et puis, ça me permet d'embaucher une première personne. Et à ce moment-là, je me dis, OK, c'est trop bien. Il y a une vraie demande pour faire de l'actualité et de la politique sur Internet. Aujourd'hui, il y en a un qui fait ça, c'est Hugo Décrypte. Il a 1 million d'abonnés. Mais c'est débile de se dire qu'en France, au même titre qu'il n'y a pas un seul journal télévisé, au même titre qu'il n'y a pas un seul journaliste à la télévision, il y a des animateurs de divertissement qui prennent beaucoup de place. C'est le cas des youtubeurs. L'écrasante majorité des youtubeurs font ça. Il y a des gens qui parlent d'histoire, de trucs, etc. On a aussi nos Stéphane Bern en télé. Mais par contre, en télé,
pour des médias un peu plus matures, il y a énormément de journalistes, de journaux télévisés, il y a Quotidien Diane Barthez, il y a des débats sur CNews, il y a des trucs, il y a beaucoup de contenu aussi d'information et d'actu. Et en France, on n'a qu'un seul youtubeur qui parle de ça. Bon, et moi j'ai ma patte, je pense que je suis très différent de Hugo, que je connais bien par ailleurs, que j'avais rencontré, on se connaît depuis 2015, à l'époque il avait même pas commencé, je crois, à couvrir la campagne présidentielle, quoi. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on se rencontre. Et, Tu le rencontres comment? à Montréal, d'abord, une première fois, puis une deuxième fois. On s'est vu 2-3 fois à Montréal. Comment tu sais qu'il est à Montréal? Enfin, comment vous prenez contact? Je ne sais plus qui prend contact avec qui le premier. En gros, Instagram. Mais en gros, un peu Insta. Et on a pris des salades, on est sorti en boîte. Enfin, on a le même âge, donc il est né en 97 aussi. Et j'ai vu son évolution de dingo, que j'ai trouvé hyper inspirante. Et je me suis dit, mais en fait, ce type-là montre une chose. Déjà, c'est que les jeunes, ils veulent pas consommer seulement du divertissement, ils veulent aussi consommer du contenu intelligent. Il fait que du contenu d'actu, d'information, c'est hyper intéressant. Et il montre une deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, tu peux créer une boîte dans la creator economy, un terme qui n'existe pas au moment où Hugo embauche ses premiers salariés, genre 3-4 ans avant Intello. Mais ce type montre quelque chose d'hyper vrai, qui est, voilà, on peut créer des boîtes autour. Je parle d'Hugo depuis tout à l'heure parce que c'est un exemple qui est marquant, mais on pourrait parler de Micode, on pourrait parler de plein d'autres créateurs qui ont fait grossir des boîtes autour d'eux. Et ça existe aux États-Unis, mais ça existe peu en France en vrai. Il y a quasiment presque que eux qui font ça. Parce que les premières générations de youtubeurs de divertissement, etc., leur premier réflexe, Cyprien Norman, etc., ok, ils se sont alliés, ils créent Talent Web. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse agence qu'ils ont vite revendu plusieurs millions à Webedia. Ils font leur premier million comme ça. Et ensuite, hop, ils ont leur agent, ils achètent leur appart et ils font leur projet. Ce qui est très bien, c'est un bon mode de fonctionnement. Mais ils ne réfléchissent pas à créer plus, à faire plus que ça. Et Hugo, Micode, d'autres font partie de ces mecs-là qui ont à peu près mon âge, peut-être même plus jeune pour Micode, il y a 22 ans, et qui se sont dit non, mais on va garder notre indépendance, fuck Webedia, tu sais, et on va garder notre... Et ça va être hyper intéressant. Et c'est brillant, ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, de toute façon, je ne ferai pas des vidéos YouTube probablement toute ma vie, ou alors toute ma vie, je ne veux pas que ce soit ma source principale de revenus. J'ai aussi envie d'être entrepreneur. J'ai toujours voulu être patron de presse. Donc, je vais créer une structure qui s'appelle Intello. Notre job, ça va être d'accompagner d'abord financièrement les créateurs qui font du smart content, donc des néo-journalistes qui parlent de science, de politique, d'actualité, de culture, que sais-je. D'économie. Donc, des créateurs de smart content. On va les accompagner financièrement, leur apporter une vraie régie publicitaire, faire le lien avec plein de boîtes du CAC 40 comme Engie, Enedis, Veolia, la BPI ou des institutions comme la BPI qui ne savent pas aujourd'hui faire d'influence. On va accompagner ces marques-là là-dedans et on va les faire rencontrer à ces créateurs qui sont hyper créatifs, hyper rigoureux, géniaux, mais qui ont du mal à se financer. Hop, ça c'est le modèle on va accompagner financièrement ces créateurs-là et on va être une régie publicitaire pour eux, des agents presque. Et dans un second temps, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, sauf pour ma pomme, on va les accompagner éditorialement. Et moi, je suis un peu le créateur zéro d'Intello, où j'ai 3 salariés chez Intello qui bossent sur mon contenu, Gaspard Jay, et tous les autres bossent avec d'autres créateurs. Et aujourd'hui, on a 8 créateurs de signés. On est une agence qui incube des créateurs de smart content, qui parlent d'actualité, de sciences, de culture, etc. Et on les accompagne dans leur co-création avec les marques. Et à la fois, l'ambition, c'est demain de les accompagner éditorialement, créer des synergies éditoriales. Et je suis persuadé que c'est ça le groupe média de demain. Que le groupe média de demain, le TF1 de demain, ça va pas être un logo, ça va être des visages, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre, tu l'as dit, les marques sont vouées à être leurs propres médias. C'est intéressant. Moi, j'irai encore plus loin. Je dirais que j'ai essayé de lancer un pure player pendant 2 ans. Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était à Montréal. J'ai fait une bonne éclipse là-dessus. Mais j'ai constaté que aujourd'hui, ce qui fonctionnait, c'était avoir des visages véritablement. Donc, on va aider et accompagner ces visages-là. Chaque journaliste aura ses propres canaux de diffusion. Mais par contre, ce qui va les lier, c'est leur régie publicitaire et leur accompagnement éditorial. Et puis, à la limite, Intello, aujourd'hui, demain, ça peut être 8 étages. Il y a un étage administratif. Et chaque étage, paf, 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 c'est des rédactions de différents créateurs qui gardent leur propre canaux de diffusion, mais qui partagent ce même truc.
Tu connais Jelly Smack? Ouais, très bien. Bah, on bosse avec eux sur Snap. C'est eux qui nous ont mis sur Snap. Et Hugo MCLM, je sais pas si tu connais. Hugo MCLM, ça me dit Alors, un Hugo truc. MCLM, c'est un Oui, Hugo MCLM, oui, bien sûr. qui a bossé pour The The Family Family, ouais, pendant bien un sûr. temps, qui aujourd'hui est un type chez JSmack. C'est un des types à mon board et il est advisor chez Intello. Et c'est grâce à Hugo que j'ai rencontré Jean, qui à la base avait dit à Hugo bah, il a mignon ton gars, mais il est jeune et en plus de ça, on n'investit pas dans la creator economy. Enfin, c'est pas pour nous, quoi. C'est pas un deal pour Ça Kima. scale pas. Ça scale pas, totalement. Et du coup, il a fallu convaincre Jean de Roche-Brochard que oui, la creator economy, demain, ça pouvait scaler. À la base, on a levé, donc du coup, 150 000 euros. C'est presque public, donc en vrai, je dis le montant. C'est un tout petit ticket, mais c'est le ticket basique de Kima, ouais. sur du seed, pré-seed, je sais pas vraiment comment on peut considérer ça. Et Jean a décidé de croire finalement, après 2 Zooms où je l'ai vraiment... je me suis agrippé pour lui dire que oui, la creator economy, ça avait du sens. Et il a décidé d'abord d'appuyer en disant... Là, tu vas développer Gasparger et demain, tu créeras d'autres Gasparger, mais en contenu. Et on pensait d'abord qu'on allait scale éditorialement. Je ne sais pas si tu me suis et si l'audience me suit, mais aujourd'hui, on ne scale pas d'abord éditorialement. On a décidé d'abord de scale d'un point de vue économique, publicitaire, commercialement parlant. On va d'abord s'occuper de la régie publicitaire de ces créateurs. Aujourd'hui, on a signé Fast Info, César Roussel, Victoria Benardi, d'autres créateurs sur Instagram, sur TikTok, etc., qui font du smart content. On les accompagne, on crée des grosses... on gère des budgets entiers, des pans entiers du budget d'influence chez BPI, chez Engie, etc. On leur propose... on les active sur ces trucs-là. Et ensuite, demain, on les accompagnera éditorialement pour pouvoir créer du contenu gratos. J'aimerais bien qu'on parle de comment est-ce que tu choisis le contenu. Tu dis que vous êtes 3 du coup à travailler pour toi, ouais, à faire tes stories, mais aussi tes posts sur Instagram, on est YouTube, 3, etc. On est 3. Je veux donner du crédit aux gens qui bossent avec moi. Il y a Léa, qui est ma rédactrice en chef, Sam, qui est mon directeur de production, et Léo, qui s'occupe de tout le contenu sur Instagram. Évidemment, il n'y a pas 3 personnes qui font... On publie beaucoup de vidéos. Donc, il y a des rédacteurs en pige et en freelance. Je vais les citer parce que j'aime bien citer ça rend le truc très concret. Augustin, Marine, qui bosse avec nous très souvent. Et il y a aussi des monteurs. Je ne sais pas si tu connais Okamedia. Non. Bon, il y a Héloïse qui est en freelance et il y a Okamedia, qui est une boîte qui est super, c'est Adam qui est à la tête. C'est d'ailleurs un espèce de petit frère du GoMCLM, etc. C'est un petit monde, mais voilà. Et les mecs, ils font du montage aujourd'hui pour Micode, pour Intello, c'est une espèce de truc ils ont rendu le montage peu cher et très fort. Enfin, ils sont très très bons, quoi. Ah bah, je vais être intéressé d'être mis en relation. Alors. Je te donnerai le numéro après. Avec grand plaisir. Ok, donc ça c'est ton équipe. Et donc moi, ma question c'est comment est-ce que tu choisis les sujets? C'est où est-ce que tu vas t'informer et comment est-ce que tu les choisis? Tu vois, l'ancienne économie, c'est tu attends l'AFP, tu regardes ce qui se passe, tu choisis, et tout le monde fait sa petite tambouille. Vous faites comment, vous? Il y a une veille d'information qui est faite quotidiennement, par mois, mais en vrai, je vais dire la vérité. Je lis Le Monde tous les matins, j'écoute France Inter tous les matins et je lis Le Monde tous les soirs. C'est tout. Je suis pas sur Twitter instantané, je serais en dépression de faire ça. Donc je m'informe, probablement beaucoup plus que la moyenne qu'un Français, mais je suis pas le nez rivé à mon téléphone. Déjà parce que notre première promesse, c'est pas du tout d'être premier sur l'actu. On laisse ce soin-là à d'autres comptes médias, etc. Nous, on veut faire un peu un pas de côté, forger un esprit critique. Donc ça impose aussi parfois de prendre un peu les sujets et les sujets d'actu sur le temps long. Et surtout, c'est ma rédac chef et Léo, qui sont les 2 journalistes à temps plein dans l'équipe salariée, qui regardent quotidiennement Le Monde, Mediapart, Libé. Vous postez à quelle heure? On poste à 18h et on choisit le sujet à 10h le matin. Donc ils arrivent préparés. Ils arrivent à quelle heure au boulot? 9h. C'est 9h, 9h-17h officiellement. C'est plutôt 9h, 18h. Pendant les présidentielles, ça peut être... Non, mais c'est plutôt... En vrai, c'est 9h-17h, mais ouais, c'est 9h-17h30, 9h-18h pour les journalistes en général. Ma question, c'était beaucoup plus... C'était pas sur les heures de travail. Il y a une machine à café, puisque tu me l'as demandé. Et 50% du pasta Vigo. C'est ta question? Exactement. Non, c'était beaucoup plus sur le process. C'est en gros à quel moment ils s'informent
pour justement être prêt à 10h? Là, je suis plus sur le vrai process journalistique, Bien sûr, tu vois. je sais. À quel moment ils s'informent? Non, mais ils s'informent le matin, on parle des sujets. Donc, ils parlent des sujets. En gros, ils arrivent à 9h. Pendant 1 heure, ils regardent des trucs, fond. etc. 10h à 10h. Je pense que cet angle-là, ça, c'est l'information à sujet. traiter. C'est le sujet. L'angle, on pourrait prendre celui-là ou celui-là. On dit go. Ouais. On envoie les stories. À 17h, c'est parti. Et à 17h, c'est sur le truc. Et quand il y a une vraie actualité chaude, genre l'Ukraine, la crise en Ukraine, ça a été le cas. Les résultats des primaires des Verts, des Républicains, etc., ça a été aussi le cas. Je me mets à disposition de l'équipe de journalistes et on fait soit des Q&A sur Instagram où on essaye de réagir à chaud, tu vois. Genre, par exemple, le truc sur l'Ukraine, ça a pris tout le monde de court. Bon, bah, j'ai annulé mes rendez-vous le lundi matin et pendant le lundi matin, on a fait une Q&A où on me pose des questions et on se pose à 3, Léa, Léo et moi, et hop, on répond aux gens, mais avec du contenu sourcé, etc. etc. T'incarnes pas tout comparé à Hugo. Tu parlais d'Hugo au travers. Ouais, franchement, si, pas mal. Mais j'essaye de. Je me dis Sur que... Insta, par exemple. Non, sur Insta, non, bah pas dans mes fiches, mais lui non plus en vrai. Sur les fiches d'Hugo, il incarne pas non plus, tu vois. C'est aussi une manière pour nous de continuer à produire et d'informer les gens sans devoir. Parce qu'en fait, moi, je passe peut-être 10% de ma semaine à créer du contenu. 15 autres % à faire du RH, 30 autres % à gérer du commercial et 20 autres % en conférence, représentation / déj, tu vois. Enfin, vraiment, c'est ça, vraiment le vrai triptyque. Je sais pas si ça fait exactement 100%, j'espère que vous serez tolérants. C'est quoi une journée typique de Gaspard? Tu arrives le matin, donc tu as cette conférence de rédaction. Ouais, bah, je vais te donner une journée typique que j'ai fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt accurate, c'est plutôt juste comme type de journée. J'arrive à 9h le matin. Non, je vais prendre hier. Hier, c'était pas mal. Hier, c'était vraiment représentatif. Parce qu'aujourd'hui, en général, je cumule pas mal en fin de semaine le podcast, les interviews et les déj, dîners, café, machin. Du coup, hier, c'était plutôt pas mal. Je termine un tournage tard, vers 1h du mat. Donc, de minuit à 1h, je suis en tournage. J'habite dans la rue de mon bureau. Donc, je vais dormir. Je me réveille vers 7h. Hier ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Hier matin, je suis allé... donc, je suis arrivé à 10h au bureau parce que j'ai fait la matinale de France Culture où je viens parler... alors, ça m'arrive de donner soit des chroniques en pige où je suis payé, soit simplement être invité pour donner mon avis en tant que jeune journaliste dans des médias plus traditionnels. Donc, taxi-moto jusqu'à la maison de la radio, taxi-moto pour revenir au bureau, donc dans le 11e, sans donner exactement où c'est. J'arrive au bureau, à 10h, je passe en revue mes équipes, les personnes qui sont dans l'open space. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi ta journée, quelles sont tes problématiques, comment je peux t'aider? C'est un peu cliché, mais vraiment, j'ai décidé de faire ça. Et pendant 30 minutes le matin, je me rends dispo pour faire ça, juste ça. Et en général, j'ai toujours des trucs à faire. Débloquer des gens sur des trucs, des logiciels, des machins. De plus en plus, les gens les personnes avec qui je bosse sont autonomes, ont des responsabilités. Sam, qui a commencé, je prends l'exemple de mon monteur à la base, qui aujourd'hui est devenu vraiment mon directeur de production. À la base, il avait du mal à gérer son propre emploi du temps. Aujourd'hui, il gère les productions, genre 7 productions à la fois et 7 monteurs parfois en freelance en même temps. Donc, il me demande parfois ah, mais il a du retard sur tel truc, comment je fais? T'as été ferme ou pas? Ou t'as pas été ferme? Tu vois, j'accompagne les gens vraiment pendant une demi-heure, je pense, dans leur professionnalisation et leur. Tu vois, j'essaye de les aider dans leur chemin professionnel. De les faire grandir. De les faire grandir. Et Donc ou de les débloquer, en l'occurrence. Tu les débloques là. Tu reviens de taxi-moto, tu les débloques. Conférence de rédaction à un moment donné? Ouais, Est-ce que tu tournes? quand je parle avec mes journalistes, mais c'est pas un truc très formel, tu vois. Je prends mon espresso, je me mets dans le coin du bureau où il y a les journalistes et je fais on parle de quoi aujourd'hui? Pourquoi? Ok, c'est quoi l'angle? Pas ouf. L'angle va pas parler du tout aux jeunes. On prend plutôt ça. Ah, vous l'avez fait pour ça? Bon, ok, on change, tu vois. On change, de ouf. Mais je fais confiance quand même. Parce que c'est pas mon métier premier d'être journaliste. Mon premier métier, c'est d'être entrepreneur, je pense. Et donc, du coup, j'ai pas fait l'ESJ, j'ai pas fait d'école de journalisme.
Parfois, on me challenge. Il y a des médias qui me qualifient de journaliste d'eux-mêmes, d'autres qui refusent catégoriquement de mener ce terme parce que j'ai pas ma carte de presse. Classique. Et les deux me vont, tu vois. Genre, je trouve les deux fair play. Donc, du coup, voilà. Et du coup, je bosse avec des gens qui sont, eux, vraiment des journalistes. Et ma rédac chef, d'ailleurs, elle a bossé dans d'autres médias avant, hein, plus traditionnels. Donc là, vous décidez, On angle, décide. etc. Tu Tu files. Je fais des trucs sur ma to-do. Je file en général après sur le coin commercial qui est en face de mon bureau où je vais voir les gars et je fais vous parlez de quoi en ce moment avec quel client. Ok, tel client, tel client. Ah, ils font chier. Bon, ok, pareil, tu vois. Donc, je débloque. Et ensuite, tac, je me pose pendant à peu près 2 heures. Ou hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai fait un peu de RH dans le sens où j'ai appelé une candidate, justement cette stagiaire, où j'ai fait bah écoute, super, t'as été prise, machin, on s'arrange, blabla. J'avance sur des tâches de direction artistique souvent, où je fais des grandes réflexions, tu vois, des grandes réflexions long terme sur le contenu. Ah putain, c'est vraiment naze ce qu'on a fait là. Pourquoi j'ai trouvé ça naze? Je réécris des trucs, je refais des tests. Je fais beaucoup d'expérimentation. Je suis un peu le chercheur fou du bureau. Je crois que c'est mon taf quand j'ai du temps. Et ensuite, probablement que j'ai fait un Dash Pro hier midi. Je ne sais plus exactement avec qui, mais j'ai une mémoire très mauvaise. Mais Donc Dash Pro. Dash Pro, le truc classique, c'est Dash Pro. Ensuite, tu reviens au bureau pendant 2-3 heures. Tu shootes à un moment, tu tournes ou... Et ouais, je shoot, soit je shoot des stories, soit je shoot des séquences. Et ça prend peut-être 1 heure ou réparti sur la journée, peut-être c'est 1 heure par jour. Ouais, tu reprends ce qui a été dit le matin. Mais en fait, en général, c'est plutôt, on se dit surtout genre, ah bah vendredi matin, tu peux pas, tu tournes pendant 3 heures. C'est plutôt ça, tu vois, c'est des vraies sessions de tournage. Genre, d'ailleurs, c'est McFly et Carlito qui expliquaient ça pour les gens qui aiment le contenu et les stratégies de comment les créateurs abordent ça. Ils expliquaient, avant, on tournait tout en flux tendu. On tournait le lundi, ça sortait le dimanche. Maintenant, on tourne pendant 1 semaine avec une équipe de prod qu'on prend freelance pendant 1 semaine. On tourne tous nos trucs, tout est booké. Et on tourne, mettons, 7 vidéos en 1 semaine. Et ensuite, on tourne plus rien pendant 7 semaines. Et parce que leurs vidéos sont hebdomadaires. Et ensuite, pendant les autres semaines, c'est plus léger. Et ils ont une vie de famille un peu plus normale. Et tu fais comment quand tu fais de l'actu? Parce que ça, je suis d'accord. C'est pas possible. Toi, tu peux pas ça. C'est pour ça que je crois. Toi, il faut que tous les matins, tu parles quand même d'un truc. Il s'est passé quoi Bah, c'est pour ça que si les gens ont bien suivi le bazar ou s'ils suivent mon contenu, ils remarqueront que sur les sujets chauds, c'est jamais moi qui incarne, ou presque pas. Ou alors vraiment, je prends sur mon temps. Et sur les sujets froids, il y a souvent ma tronche. Donc tu tournes, on va dire, tous les vendredis matin, ouais. 3 heures. Et après, ça fait une vidéo sur YouTube qui sort à peu près 1 semaine après. Tu vois. Mais parce qu'il faut que ce soit un sujet plutôt froid. Mais et du coup, j'ai une admiration sans faille pour Hugo Décrypte qui fait son JT quasiment quotidien. Je crois pouvoir dire, et ça étonnera pas beaucoup de gens, que le type travaille tout le temps, tout le temps. C'est une putain de machine. C'est une putain de machine. Et comment il s'organise, lui, tu sais un peu? Il s'est staffé, très bien staffé. Et je dis ça parce que Julien Potier, son premier bras droit, c'est un de mes meilleurs potes. Et il est super bon. Et il s'est staffé de ouf. Et avec des personnes qui sont brillantes. C'est mon cas aussi, vraiment. Mais je pense pouvoir dire vraiment que j'ai une équipe de Superman et de Superwoman. Et voilà. Et c'est juste, à un moment donné, tu délègues. Et tu gardes dans ta journée seulement les moments où ta personne a le plus de valeur ajoutée. Et moi, je sais que particulièrement, ça va être le regard sur certaines vidéos. La mise en place de miniatures. C'est le dernier truc que j'ai pas réussi à déléguer. Faire les miniatures des vidéos. Je suis encore derrière. Alors que j'écris plus mes vidéos, je fais plus les recherches, je fais plus le montage, je suis plus derrière la caméra, je m'occupe plus du matériel, des devis de location, etc. Le seul truc que j'ai pas délégué, c'est les miniatures. C'est un sujet, la miniature. Hein. Bah, parce que c'est la distribution. C'est ton étiquette, c'est ton affiche produit. C'est le plus important. Si c'est pas, les gens cliquent pas, donc tu as bossé pour rien après. Ouais, et je pense qu'on peut encore faire du progrès là-dessus. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Vas-y. C'est le moment où je te pose une série de questions dites rapides. Ok. Donc, le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. On fonce. C'est quoi les 3 livres que tu as le plus offert? Ou alors les 3 livres qui t'ont le plus influencé? Ok. Ça va pas forcément être des trucs très développement personnel. Mais il y en a un. Mais il y en a un, ouais. Le premier bouquin hyper important, c'est Bel ami de Maupassant. Parce que voilà, il faut que je le cite. J'adore
Je pense qu'en fait, on peut faire plein de parallèles. Ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est la société française et l'évolution, enfin bref, ce qu'est la société parisienne et comment tu montes quand tu as faim en France. Donc je trouve ce bouquin intemporel. À répliquer ou pas? Bah, lui, il couche pour réussir, donc mollo, mais c'est vrai que ça va être par la fréquentation de milieu, parfois un peu de paraître, mais toujours la bonne dose d'action. Donc j'aime bien cet exemple. Le deuxième bouquin, c'est très Startup Nation, très très friendly. C'est Tools of Titans, je crois, de Tim Ferriss, que tu connais. Très bien. Que j'aime beaucoup. Qui est parti. En fait, c'est une restitution de ses interviews en podcast, je crois, où il pose des questions à des géants. Alexis Ohanian, je crois, je ne sais plus, le patron de Reddit, le patron de LinkedIn, mais pas que, des sportifs. Des investisseurs, tout le monde. Et J'adore. c'est que de l'ultra-actionnabilité. À fond. Et c'est très pratique. J'ai adoré ça. Moi, la manière dont je l'ai lu, c'est un gros pavé quand même. J'ai pris un stabilo un été, et puis chaque fois que je m'emmerdais, hop, je lisais une page, et ça, j'aime bien. Puis après, j'ai fait une liste, et puis j'ai appliqué certains trucs dans ma vie. Ça, c'est pour le côté très développement personnel. Le troisième truc, c'est plus ma petite casquette de néo-journaliste, on va dire. C'est les BD de Mathieu Sapin. C'est un type qui fait du BD reportage et qui va dans l'ombre des présidents. Il a fait ça pour Hollande, il a fait ça pour Macron, il a fait ça pour Depardieu aussi. Bref, il fait une BD où il est dans les pattes. En bio, hein. Ouais, c'est trop cool. 3 podcasts ou chaînes YouTube préférées pour progresser? Pour progresser, 3 podcasts ou chaînes YouTube préférées. Pour apprendre ou pour s'informer, hein. Ok, j'en ai une, Sans donner la tienne, bien évidemment. Ouais, non mais c'est marrant parce que j'avais vraiment cité France Inter, la matinale. J'écoute le matin, c'est très cool. C'est vraiment ma manière à moi de m'informer le matin. J'écoute la matinale de France Inter. C'est comme un podcast, c'est facile, tu vois. Genre, tu l'écoutes sur l'appli Radio France, tu te brosses les dents, ça te permet d'être. Enfin, il y a des flash actu tous les 5 minutes, c'est trop cool. Ça te permet vraiment de garder un œil ouvert sur le monde quotidiennement. C'est une vraie hygiène intellectuelle, je crois. Un autre podcast que j'écoute, là encore une fois, très start-up, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. J'aime bien ce qu'il fait et j'aime bien la pluralité des intervenants qu'il fait venir. Parfois, c'est des artistes, parfois, c'est des politiciens, parfois, c'est des youtubeurs, mais toujours, il y a une dimension entrepreneuriale. C'est hyper intéressant de rentrer un peu dans la tête des gens. Et voilà. Puis, troisième truc, je pense à rien d'autre actuellement que mes potes du Crayon qui ont cette chaîne YouTube que j'aime bien. Et puis, en plus de ça, c'est un peu grâce à Valorant qu'on est là aujourd'hui. On l'embrasse s'il nous regarde ou s'il nous écoute. Des débats sur YouTube pour s'informer et garder, encore une fois, une hygiène intellectuelle avec des gens de gauche, des gens de droite, une pluralité d'opinions, c'est important. Bah tiens, une question que Valorant aime bien poser. Tu verrais qui en face de moi sur ce siège au micro? Guillaume Bénèche. J'aimerais bien que tu interviewes Guillaume Bénèche. Parce que justement, j'en ai parlé un petit peu pendant le podcast. C'est un jeune loup aussi, mais pas exactement de la même manière que moi. Et je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir son point de vue. Avec plaisir. Et enfin, une bouteille à la mer, un conseil immuable que tu donnes à la nouvelle génération d'entrepreneurs. À la nouvelle génération d'entrepreneurs, je vais dire, je suis désolé, je vais dire juste la nouvelle génération parce que j'ai peur tu me diras si ça s'applique pas trop, mais c'est vraiment, on l'a dit, c'est vraiment cultiver sa différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça, c'est par la différence, pas forcément sa différence physique ou juste sa manière de penser, etc., mais aussi parfois la différence de parcours qui peut être extraordinaire. Vous avez fait du sport pendant des années, etc., vous êtes cassé la jambe, aujourd'hui vous avez fait le fameux truc des ligaments croisés. Bon, bah c'est pas grave, vous allez pouvoir créer quelque chose de plus intéressant de par cette expérience. Vous pouvez vous essayer à autre chose. Et c'est justement cette différence, cette pluralité de parcours qui nous manque parfois un petit peu dans l'entrepreneuriat français, qui va être important pour créer de grandes choses demain. Gaspard, merci. C'était très cool. Je te dis à très vite. À très vite. Salut. À vous, j'espère que vous avez appris plein de trucs, que c'était pas trop long, parce que là, c'est vrai qu'on a encore pété les scores, hein. Ouais, presque 2 heures. Si vous avez aimé, un petit like, évidemment le commentaire, et pour ceux qui nous écoutent, c'est la même chose sur Spotify, un avis, une note, c'est ce qui nous aide le plus. Ciao.